Donc on est sur l'hebdo de l'investisseur gaming, c'est le numéro 27 de l'année et il y a le titre, ça sera une ribambelle de résultats parce que comme on va voir, il y a énormément de résultats. Donc voilà, l'avant-propos, hein, comme à chaque fois, absolument, faut bien savoir que tout ce qu'on dit dans ces slides, tout ce que je dis, tous mes commentaires, c'est pas à prendre comme des avis d'achat ou de vente d'une société, c'est vraiment purement mon avis par rapport à une construction du marché du gaming, et c'est la vision que j'ai du marché, qui n'est pas forcément la bonne vision, je me trompe parfois. Donc voilà, et si vous voulez acheter ou vendre des actions qui sont liées au secteur du gaming, on vous conseille de prendre conseil auprès d'un conseiller agréé par l'AMF. Ou d'un courtier d'ailleurs, ça marche aussi. Allez, on y va. Donc vente console semaine 31, les meilleures ventes de jeux aux US en juillet. Après, on fera les résultats de Embracer avec profitabilité en hausse, mais encore de la place pour du M&A. On aura les résultats de Nintendo, un bon Q1 et du rachat d'actions. Quelques résultats supplémentaires, parlons gaming et vos questions. Donc, on y go. Donc là, vous voyez, il y a les ventes. Alors, j'ai pas mis les semaines précédentes parce que voilà, donc il n'y a plus les petites flèches pour mettre si c'est en hausse ou si c'est en baisse. Mais on fait 180 000 sur la PS5, 125 sur la Xbox Series, 293 sur la Switch et le reste, c'est négligeable. Ce qui est intéressant, normalement, vous allez bien le voir là, d'accord. Vous voyez, ça c'est la courbe de vente. Donc ça, maintenant, c'est une nouvelle courbe que je vais vous mettre voilà, assez fréquemment. Je pense une fois par mois parce que toutes les semaines, ça sert à rien. Vous verrez pas de grande différence. Mais là, vous voyez la courbe de vente, d'accord. Donc la courbe bleu clair, c'est la Switch. La verte claire, c'est euh, la verte claire, c'est la PS5, pardon. Et la noire, c'est la Xbox Series X, d'accord. Donc vous voyez qu'il y a eu une meilleure vente sur la comment s'appelle, sur la PS5, mais que la Switch a fait un très très bon Noël. Après la Switch s'est un peu effondrée, elle a recommencé à monter en mai où elle est remontée avec Monster Hunter Rise et ce genre de choses, et là elle redescend un petit peu, et il y en a qui espèrent qu'elle va repasser les 300K avec la sortie du nouveau Zelda Skyward Sword et de certaines nouveautés de l'été. Après, au-dessus de 200K, ça reste quand même des très bonnes ventes, sachant que vraiment la console là, elle vit sur son back catalogue, hein. Il est le seul jeu intéressant qui est sorti depuis Monster Hunter, c'est Skyward Sword qui est sorti il y a quelques semaines. Donc en fait, vous êtes sur, on est encore un peu en décalé, donc on n'a pas encore vraiment l'attraction sur la console, d'accord. Ce qu'on voit aussi, c'est que là où en mars, on avait vraiment une grande différence entre la PS5 et la série X. Depuis mars, en avril, c'est redescendu pour la PS5. Et sur la courbe depuis fin mai jusqu'à maintenant en août, on voit quand même que la Xbox Series et la PS5 sont assez proches, même s'il y a un avantage pour la PS5, mais qui est moins grand que sur la génération précédente avec la PS4. Après, il y a toujours plus de soucis d'approvisionnement en PS5 que en Xbox Series. Donc faut voir aussi cette courbe en se disant que la contrainte, elle est quand même beaucoup plus forte sur la console de Sony que sur la console de Microsoft. Mais c'est une bonne chose pour Microsoft parce que ça permet à Microsoft d'avoir une part de marché qui est un peu plus intéressante au début. Et ça, c'est intéressant parce que les éditeurs, quand ils vont voir où est-ce qu'ils vont faire des exclusivités, comment est-ce qu'ils vont travailler, ils vont regarder un peu cette part de marché, ce qui va se passer. Les meilleures ventes aux États-Unis. D'accord, donc là on est sur le mois de juillet. Donc vous avez The Legend of Zelda Skyward Sword, d'accord, HD. Quand il y a une petite étoile, c'est qu'on ne prend pas en compte les ventes en digital. Et quand il y a juste un petit chapeau, c'est qu'on ne prend pas en compte les ventes en digital, mais exclusivement celles qui sont faites sur la plateforme de Microsoft. C'est des soucis en fait de contrat et de remontée des données. Après, vous avez Call of Duty Black Ops Cold War. D'accord. Vous avez Monster Hunter Story Wings of Ruin. Vous avez Mario Kart 8, Minecraft, Mario Golf Super Rush, MLB The Show 21, Marvel Spider-Man Miles Morales, Call of Duty Modern Warfare et Super Smash Bros Ultimate. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez une hausse
de l'univers gaming qui est de plus 10% à 4,6 milliards, qui est en grande partie drivé par Monster Hunter, qui s'est très très bien vendu et qui est un jeu qui pèse par rapport au même mois l'année dernière, et à The Legend of Zelda. Parce que c'est vrai que l'année dernière, au même mois, il y avait eu moins de sorties qui étaient très très attendues, donc il y avait eu un peu moins de chiffre d'affaires, donc c'est pour ça que le chiffre d'affaires augmente de 10%. Si on prend depuis le début de l'année, on est sur une toute petite augmentation. Je ne l'ai pas mise là, mais je crois qu'on est sur une augmentation de 2% aux États-Unis depuis le début de l'année. Sachant que l'année dernière, on a fait une très très grosse hausse. Donc, on est sur un plateau. La question est de savoir si ce plateau va commencer à diminuer. C'est ce que pensent certains. Moi, je pense qu'il y a quand même beaucoup de jeux qui vont sortir Q3, Q4. Et qu'à mon avis, c'est juste, voilà, on a gagné du temps l'année dernière avec le Covid, on a passé une échelle avec des nouveaux gens qui sont dans le milieu du gaming, et maintenant on va en récolter les fruits. Après, c'est sûr qu'on va pas faire une croissance, après avoir fait une croissance à 2 chiffres l'année dernière, encore une croissance à 2 chiffres de l'univers maintenant. C'est pas possible. Par contre, je pense qu'on va faire du low digit cette année, et sûrement du low digit l'année prochaine, donc ça veut dire qu'on va être entre 0 et 5. Et à mon avis, cette année, on sera plus proche de 1-2. Et l'année prochaine, on fera peut-être 3-4. Voilà. Mais ça sera très bien. Après, attention, on est sur les USA. Donc c'est un marché qui est beaucoup plus mature et tout. Je vous parle pas au niveau mondial. Au niveau mondial, on est sur une hausse qui est beaucoup, beaucoup plus forte. Ce qui est toujours intéressant, c'est qu'on voit quand même que au niveau de Nintendo, bah, il y a toujours énormément de choses, hein. Parce que vous avez Super Smash Bros Ultimate, vous avez Mario Golf Super Rush et vous avez Mario Kart. Ce qui est très très intéressant aussi chez Nintendo, c'est la capacité qu'ils ont eu là depuis quelques mois à rééditer d'anciennes IP qu'ils avaient beaucoup beaucoup de mal à relancer avant, et qui lançaient une fois dans la console ou 2 fois. Et ça, c'est des choses toutes nouvelles qui commencent à faire de plus en plus, à faire tourner plus souvent leur catalogue. Et ça, c'est quand même vachement vachement intéressant. On va le voir après avec les résultats de Nintendo. Il y a quand même des choses qui sont assez impressionnantes pour nous. On y va. Donc on fait les résultats d'Embracer, toujours plus grand. Donc pourquoi Embracer? Il y a eu beaucoup de résultats, hein. Il y a eu EA, il y a eu beaucoup de résultats. J'ai choisi le focus Embracer parce que c'est une société européenne, que on ne la traite pas dans New Tech Insider, donc on peut la traiter en détail dans le papier, enfin dans les vidéos ici. C'est une société qui est très très intéressante parce qu'elle vous montre aussi un exemple que j'aime beaucoup, que je vous appelle la construction par build-up. Donc quand vous allez acquérir de plus en plus de briques pour bâtir une compagnie très très rapidement. Et donc ça, c'est très très intéressant parce que ça vous permet de créer de la valeur excessivement rapidement. Et ça va généralement, vous avez 2 types de sociétés qui créent de la valeur très très rapidement. C'est ces compagnies qui font du build-up mais qui ont un problème généralement de dette et de risque de dette, parce que du coup elles s'endettent beaucoup pour faire ça. Et après, vous avez les compagnies qui sont assises sur pardon, sur des actifs de qualité exceptionnelle. Donc typiquement, vous êtes Facebook, vous êtes assis sur Facebook, vous avez des milliards et des milliards d'utilisateurs, vous avez vos utilisateurs qui augmentent chaque trimestre, donc chaque trimestre vous faites augmenter votre chiffre d'affaires. Et quand vous achetiez du Facebook il y a 10 ans, bah c'était comme ça, et vous saviez que la croissance elle allait exploser. Au même titre que quand vous avez acheté du Google il y a 20 ans, on voyait qu'il y avait de plus en plus d'utilisation du moteur de recherche, et la chose a campé très très rapidement. C'est très difficile de trouver une société qui, sur un business model bien précis, va faire une très forte croissance pour très longtemps. Vous allez généralement, pour une qui va peut-être matcher votre truc, vous en allez en avoir 10 ou 15 qui vont pas réussir. Parce que tenir une croissance à double chiffre sur des années et des années, c'est pas facile. Vous avez très peu de sociétés qui le font. Ou quand elles commencent à vraiment le faire et que vous êtes sûr qu'elles ont la capacité de continuer à le faire, elles sont devenues très très chères. Mais si vous êtes au début de l'histoire, c'est compliqué d'identifier clairement quelle entreprise va être capable d'avoir ce système de growth à double chiffre tout le temps pendant 5, 10, c'est plutôt sur 10-15 ans d'ailleurs que vous allez chercher que sur 5 ans. Et ça, c'est très 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 compliqué de l'identifier. C'est beaucoup plus simple d'identifier des sociétés qui vont faire ce système de build-up et qui vont vraiment
tripler de taille très rapidement, quadrupler de taille. Après, le problème, c'est toujours la même chose, c'est que généralement, les managements qui font ça sont des managements très agressifs, donc vous avez le risque de la dette. Et pour, on va dire, une compagnie qui va s'en sortir, vous allez en avoir 9 qui vont se mettre en danger et qui vont être obligés un jour ou l'autre de revendre des actifs parce qu'elles ont pris trop de dettes. Donc ça dépend un peu du secteur aussi, ça dépend de comment vous maîtrisez. Moi, je pense que chez Embracer, ils ont montré qu'ils maîtrisaient bien la chose. Donc on va voir. Bah déjà vous voyez que c'est year over year, vous avez une croissance de 66%. Donc ça c'est une croissance qui est en grande partie due à ces ajouts de fusion-acquisition. Hein. Donc vous voyez que la croissance en organique elle est à plus 15%. Donc c'est déjà une bonne croissance pour le secteur du jeu vidéo. Vous avez peu d'acteurs au premier trimestre qui ont fait cette croissance là dans les top studios. Hein. Assez peu d'acteurs ont fait ça. Ça vient de la diversification du pipe de Embracer. Et c'est ce que j'aimais aussi sur cette société, ce que j'aime que vous compreniez. C'est-à-dire que vous achetez de l'Ubisoft, vous allez subir quelques lancements dans l'année qui vont définir le succès d'Ubisoft ou non. Et vous n'avez pas des centaines et des centaines de jeux qui sont lancés par an. D'accord ? Là en fait, chez Embracer, vous avez un écosystème de studios et le but est vraiment de sortir énormément de jeux et de sortir des AAA, des AA, de vraiment occuper tout le terrain. Et ça, c'est très très intéressant et c'est possible justement par ce côté où on va laisser aux studios qu'on va acquérir de l'indépendance. Donc du coup, ils vont rester sur leur précaré. Alors que Ubisoft, c'est des studios qui sont des studios internes. Si vous voulez faire du AA chez Ubisoft, bah, vous êtes avec des développeurs qui vont pas forcément apprécier ça. Vous êtes avec des développeurs qui avant ont travaillé sur du AAA, donc qui ont des salaires de AAA et vous allez leur demander de travailler sur du AA, ce genre de choses. L'inertie dans le temps de réaction quand vous voulez faire des jeux AA ou des jeux même mobiles qu'on appelle maintenant des jeux hyper casual, on va en parler un peu plus dans le détail tout à l'heure, et vous n'avez pas le droit à l'inertion. C'est-à-dire c'est des choses, il faut vraiment réfléchir et donner le go, no go, c'est-à-dire savoir si on y va ou si on n'y va pas en quelques semaines. Parce que c'est des jeux qui ont des durées de vie très très limitées, vous avez besoin d'aller très très rapidement dans votre prise de décision. Et ça c'est de plus en plus complexe, plus vous avez une architecture d'entreprise qui est unifiée et qui est grosse. Parce que plus vous allez avoir une transmission entre la prise de décision en haut ou l'innovation en bas, et le chemin entre les deux vont être assez importants, et ça va poser des problèmes. Donc vous voyez que le pipeline, comme je vous l'ai dit, il y a 180 jeux en pipeline. Donc c'est quand même un pipeline qui commence à être assez important. Ça c'est un pipeline pour les 3 ans à venir. Donc ça veut dire qu'en gros vous êtes sur 60 jeux sortis par an. Ça commence à faire énormément de jeux. Hein. Et vous n'êtes pas sur des jeux que des jeux mobiles type ce que fait Voodoo Games avec des petits jeux mobiles. Non, non, non. Vous en avez une partie. C'est très limité dans le portefeuille de Embracer, mais vous avez beaucoup de jeux, voilà, de AA, de AAA, ce genre de choses. Au niveau du free cash flow retraité, vous êtes à 466 millions de SEC. Non retraité, vous êtes à moins 260 millions. Au niveau de l'EBIT opérationnel, vous êtes sur une croissance de 79%. Donc vous voyez que vous avez une meilleure croissance de l'EBIT que du chiffre d'affaires. Donc ça prouve qu'à chaque fois que vous rajoutez un de chiffre d'affaires, en fait, vous allez rajouter un peu plus d'EBIT que ce que vous y avez avant. Vous allez avoir des synergies, des choses qui vont se mettre en place. Et ça, c'est possible justement avec l'attrait stratégique qu'a Embracer. C'est-à-dire, on est capable d'avoir les avantages d'une grosse compagnie avec les avantages de petites entités qui ont leur capacité de décider ce qu'elles vont faire. Et entre guillemets, on essaye de faire marier les deux mondes. Le problème, c'est toujours la même chose. C'est plus vous allez grossir, plus ça va être dur de faire marier ces deux mondes. Donc le but du management d'Embracer, c'est de garder ce niveau de décision local, tout en ayant la capacité, dès que votre studio a besoin de vous, a besoin de développeurs, a besoin de ce genre de choses, d'aller tout de suite activer les autres studios que vous avez sous votre roulette et dire qui c'est qu'il y a des développeurs qui sont disponibles, on a un jeu, il y a ça, qu'est-ce que vous pensez qu'il y a de techno qu'il faut utiliser, voilà, ce genre de choses. Donc ça c'est très très important de le comprendre. Donc au niveau des revenus durant le Q1, bon, vous avez Biomutant, on va en parler après, sudoku.com et Valheim. On continue. Donc au niveau du cash flow, d'accord, vous voyez que
le free cash flow, il a augmenté par rapport à l'année dernière. D'accord, il a pris quasiment un peu plus de 100 millions de SEK, donc de couronnes suédoises. Par contre, après les activités de financement et les achats, ils ont fait moins 1,8 milliard. D'accord. Donc ça, bon, voilà. Mais ils ont toujours un cash flow qui est assez important. Pourquoi? Parce que au Q1 de l'année dernière, ils ont fait des gros rentrées de fonds, ils ont fait une augmentation de capital, ils ont fait rentrer de la dette, ce qui leur permet d'avoir quand même un profil financier qui est assez solide. Vous l'avez là d'ailleurs, d'accord? Donc au début, ils étaient à 10,3 milliards de SEK et maintenant ils sont à 8 milliards de SEK de cash, d'accord? Et ils ont encore des possibilités d'aller en tirer 20 milliards. Donc vraiment, ils sont très larges, ils ont la possibilité encore de faire beaucoup d'investissements. Et sachant que les premiers investissements qu'ils ont fait il y a 1 ou 2 ans, ils vont commencer à tirer les fruits et à faire changer de dimension la société. Donc entre guillemets, ils vont commencer à pouvoir repayer ces investissements-là, à faire tourner. Et donc ils vont faire rouler leurs dettes. Et plus ils vont réussir à le faire, et plus ils vont réussir à le faire dans le temps, plus ils vont avoir la possibilité de faire des acquisitions agressives et d'aller acquérir beaucoup de choses. Et sachant que comme ils sont pas dans des acquisitions colossales, c'est-à-dire ils vont pas acheter pour 25 milliards de dollars quelqu'un ou ce genre de choses, mais ils vont acheter des petits studios bien localisés pour quelques centaines de millions d'euros, ce genre de choses. C'est beaucoup plus simple d'exécuter des acquisitions d'actifs très précis à quelques centaines de millions d'euros. Alors que dès que vous rentrez dans une acquisition d'un concurrent qui fait la même taille que vous, qui fait un tiers de votre taille, ce genre de choses, là ça devient beaucoup plus complexe parce que vous avez beaucoup de complexité au niveau du management qui va se mettre en place, ce genre de choses. Donc là vous voyez les ventes, d'accord, donc vous voyez bien que ça augmente. Vous avez les ventes des jeux en propre et des jeux édités. Donc vous voyez que c'est redescendu. Ça s'est redescendu en grande partie à cause de Valheim, hein, qui a fait un très bon Q1. Et Valheim est un jeu édité par Embracer, mais qui n'a pas été créé par Embracer. Au niveau du digital, bah, vous voyez que comme tous les studios, il y a de plus en plus de digital. Et ça, je vous explique que plus il y a de digital, mieux c'est parce que plus on va marger. Quand vous vendez un jeu vidéo à 60 euros, juste 60 euros, et ben vous allez plus marger sur le digital que ce que vous allez marger en le vendant chez Micromania. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de savoir où est-ce que va se situer cette limite-là. Pourquoi? Pour deux raisons. Parce que le physique, c'est encore intéressant. Surtout si vous essayez de vendre des produits dérivés en plus avec. Donc ce qui va être intéressant, c'est que vous allez essayer de vendre des collectors. Vous allez essayer de faire venir les gens dans le magasin et de vendre aussi des peluches, des figurines, des choses en plus du jeu. Et du coup, vous allez créer vraiment toute une gamme, tout un écosystème autour de votre jeu et vous allez essayer de monter la dépense moyenne de vos joueurs avec des articles un peu à côté. C'est ce qu'a fait très bien Nintendo avec les Amiibo par exemple. Les Amiibo ont un intérêt pour les jeux Nintendo et donc Nintendo a été capable de créer une gamme de produits qu'elle n'avait pas avant, qui est une gamme qui se vend bien, qui se vend beaucoup en physique mais un peu aussi en digital. C'est encore maintenant ça commence à être un peu plus en digital, mais au début c'était quand même vachement en physique. Mais voilà, et donc tout ça c'est des choses qui sont très intéressantes parce que vous avez encore des choses à faire sur le physique. Mais le but sur le physique, c'est pas de vendre juste un jeu, mais c'est de faire autre chose. C'est vraiment d'aller chercher de la valeur autrement. D'accord? Donc ça après c'est les ventes entre les activités de publishing, comme je vous l'ai dit, et les activités de contenu dédié. D'accord? Et là, vous avez le back catalogue. Donc là, comme je vous l'ai dit, le Q1, Q4, c'est parce que vous avez Valheim. C'est pour ça que c'est moins haut, même si au Q1, ça s'est remonté avec Biomutant. Et là, ce que vous voyez sur le deuxième, d'accord, juste après les chiffres d'affaires, c'est le back catalogue, ce que représente le back catalogue. Donc vous voyez quand même que le back catalogue, il est très important chez Embracer. Et donc vous avez cette capacité de vous dire que plus vous allez créer le jeu, plus vous allez embarquer un back catalogue qui va être puissant. Et ça, c'est très intéressant. Là, vous avez
THQ Nordic, donc qui est du coup le studio de base de l'entité, d'accord. Donc vous voyez que là c'est le trailing 12 months, donc c'est-à-dire ils prennent les 12 derniers mois par rapport au trimestre sur lequel ils sont. Donc par exemple là, quand ils prennent le Q1 2021, ils vont prendre le chiffre d'affaires du Q3 2020, du Q2 2020, du Q3 2020, du Q4 2020 et du Q1 2021. Et là, ils vous sortent un chiffre. Et ce qui est intéressant, c'est quand vous prenez ce trailing sur 12 mois, des fois vous avez moins de soucis de différentiel de quarter ou ce genre de choses, de trimestre que vous pouvez avoir si vous prenez juste, vous comparez les 6 premiers mois aux 6 premiers mois de l'année d'avant ou ce genre de choses. En prenant un trailing sur 12 mois, vous effacez une partie du problématique de soucis sur sur le moment où se font les ventes dans votre société. Et ce que vous voyez, c'est chaque année, ils font un nouveau plus haut sur 12 mois. Et chaque trimestre, pardon, ils font un nouveau plus haut. Et au Q1, ils ont fait un nouveau plus haut. Et ils nous disent que par exemple, Biomutant, ils en ont vendu plus d'1 million. Et ils ont été rentables sur le développement du jeu et sur le marketing du jeu 2 semaines après la sortie. Donc ça c'est vraiment très très intéressant, c'est ce que je vous dis depuis longtemps dans le jeu vidéo. Ce qui est intéressant dans le jeu vidéo, c'est que vous avez une capacité à savoir très rapidement si votre jeu va être rentable ou pas. Et donc vous avez une capacité à réagir qui est assez rapidement et à savoir de manière sûre très vite si vous allez réussir ou pas à répondre à vos targets de vente entre guillemets. Et ça c'est intéressant pour un secteur parce que ça donne au management des capacités d'aller réagir beaucoup plus rapidement. D'accord. Donc là vous le voyez, c'est l'indicateur qui nous donne depuis assez longtemps, c'est l'indicateur de ROI des jeux. Là vous avez les dates de sortie, d'accord, en quarter, et là vous avez le ROI. Et vous voyez que par exemple vous avez Biomutant, il est sorti il n'y a pas longtemps, il doit se situer entre les deux bornes, c'est-à-dire entre 1 et 3,2, donc il doit être c'est celui qui doit être tout proche de 3 à mon avis, Biomutant. Mais vous voyez surtout qu'il y a des jeux, des petits jeux, ça c'est surtout des petits jeux, les deux qui sont en haut c'est des petits jeux qui font d'énormes retours, hein. Vous avez des retours au-delà de 50. Valheim par exemple il est là, d'accord. C'est le deuxième qui est juste à côté de 50 fois le retour. C'est celui qui est sorti il y a 2 trimestres, donc c'est celui-là. Enfin c'est le premier, pardon. Ça dépendait du deuxième, premier, ça dépendait d'où vous vous situez. Mais c'est le premier. Et voilà, ça il a fait 50 fois Valheim, donc ça veut dire que dans quelques... s'il continue à réussir à le vendre et tout, il va monter largement au-dessus de plus de 50 fois. D'accord. Et donc le but, c'est d'avoir le moins de jeux vidéo en dessous de la ligne rouge, parce que ça veut dire que vous n'allez pas les amortir, et le plus de jeux vidéo au-dessus des 3.2, parce que ça c'est ce qui va apporter votre marge. Et tout ce que vous avez au milieu, c'est entre guillemets, c'est des jeux vidéo qui sont rentables, qui sont intéressants si vous arrivez à les renouveler, parce que ça veut dire que vous allez avoir une capacité de rentabiliser les choses dans le temps. Mais surtout ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que plus le jeu va durer longtemps, et plus vous êtes à un nombre de trimestres depuis la sortie qui va grandir, plus entre guillemets dans votre bas de catalogue, le jeu il va vous coûter pas grand chose et chaque trimestre il va monter petit à petit. Et votre but c'est que avec cette vente du back catalogue, que vous arriviez à monter vos jeux le plus près possible de cette médiane, enfin de cette courbe haute des 3,2 fois et le coût du développement du jeu et le coût du marketing du jeu, d'accord? Que vous ayez un ROI, donc un retour sur investissement qui soit de 3,2. Ce qui est un très bon retour sur investissement pour une société, hein. C'est vraiment, dans le milieu du jeu vidéo, c'est un bon retour sur investissement. Plus vous allez prendre de risques, plus vous attendez un retour sur investissement qui est important, mais du coup, plus vous êtes en risque. C'est-à-dire si vous prenez Ubisoft, le retour sur investissement, il est largement plus de 3 fois ce qui est investi par un jeu, sur un jeu. Par contre, le problème, c'est qu'Ubisoft ont moins de jeux qui sortent que Embracer, par exemple. Si on prenait le même graphique que Embracer là, Ubisoft le donne pas, mais on pourrait le recréer à la main. On aurait beaucoup moins de points, on aurait des points beaucoup plus hauts, mais dès qu'un point serait en dessous de la courbe, c'est-à-dire en dessous des 1, ça pourrait poser un problème vraiment important à la société. Et donc ça c'est quelque chose qui est quand même très très important à comprendre, c'est plus vous avez un pipe de jeu qui est important, plus vous allez diminuer votre risque par rapport à un jeu qui va échouer.
C'est-à-dire Valheim, ça a été une super réussite, ils s'y attendaient pas, ça a boosté le Q1. Mais Valheim aurait pas été une bonne vente ou aurait pas marché, la société aurait fait un moins bon Q1, mais elle aurait quand même rempli ses objectifs. Donc après, vous avez le MEA qui continue, donc avec Demiurge, qui était un studio qui à la base est un studio de console, donc a des jeux d'héritage, d'accord, Medal of Honor, Gears of War, ils ont travaillé sur beaucoup de jeux. Ça c'est intéressant, ils ont travaillé aussi sur Borderlands, ce genre de choses. Ça vous montre une chose, c'est que ils ont, et ça ils l'ont expliqué dans le conf call, ils ont été capables de savoir la qualité de Demiurge parce qu'ils ont été racheter le développeur de Borderlands et que du coup quand ils se sont intéressés à Demiurge, ils ont été voir le management de Gearbox, qui est le développeur de Borderlands, et ils lui ont dit vous avez travaillé avec eux, qu'est-ce que vous avez pensé de ce studio? Et tout ça c'est des choses que vous allez emmagasiner sur l'univers. C'est-à-dire si vous faites confiance à votre banquier d'affaires il a intérêt à ce que vous fassiez le plus de deals possible, parce que lui à chaque fois que vous faites un deal il a une com. D'accord? Donc ça c'est partout pareil, c'est comme quand vous allez voir un agent immobilier. Son intérêt c'est que vous achetiez des baraques ou que vous vendiez votre baraque. Mais si vous faites quelque chose, il touche une com. Si vous faites rien, il touche rien. Mais si par contre vous connaissez vraiment bien le secteur et que vous avez un nombre de managers avec qui discuter qui sont capables de vous donner leurs insights sur ces sociétés, est-ce que ça va, est-ce que ça va pas, vous avez une capacité d'aller faire un tri sur vos cibles qui est beaucoup plus intéressant qu'un tri juste financier ou ce genre de choses. Et votre due diligence, elle va être bien meilleure. Et après, c'est des gens qui se sont recentrés sur le mobile. Et maintenant, ce qu'ils font chez Demiurge, c'est en fait, ils vont prendre des très très grosses licences et ils ont créé des jeux mobiles pour que les éditeurs qui veulent pas créer des jeux mobiles de leur grosse licence, eh ben, ils puissent profiter des connaissances de Demiurge et en fait marcher ce jeu sur la licence, c'est-à-dire sans faire trop de marketing et de ce genre de choses, et on essaie de faire un peu d'argent là-dessus. Donc vous voyez, vous avez Marvel Puzzle Quest, vous avez Rocket League Sideswap, pardon. Donc vous avez énormément de choses et le but du studio c'est vraiment de faire de plus en plus de jeux comme ça et d'apporter des jeux et des grandes licences sur le mobile. C'est des tout petits jeux qui sont pas des jeux souvent très ouf, hein. C'est pas des gros jeux mobiles, mais ça permet d'aller développer le jeu pour quelques millions et d'essayer d'aller en tirer quelques dizaines de millions, et du coup vous faites une excellente rentabilité qui est sur des multiples de 5, 6, 7 fois, donc c'est vraiment très très intéressant. Ce qui est intéressant en allant acheter des Demiurge, c'est que du coup le Embracer a la capacité d'aller tout de suite créer, quand ils sortent un jeu, de sortir le jeu plus le jeu mobile. Et même si le jeu mobile il est un peu basique, machin, s'il arrive à tirer un peu de sous et qui prend appui sur le fait que le jeu console sort et que ça a une importance, bah tout de suite vous allez créer un peu de synergie en plus et vous allez chercher la croissance un peu avec les dents, mais ça vous permet d'aller chercher les quelques millions tous les trimestres qui vont faire la différence entre quand est-ce que vous allez dépasser votre target ou pas. On continue. Donc après ils ont acheté Crazy Lab, qui est leur deuxième achat après DK dans le monde du mobile. Donc là c'est quelque chose d'intéressant, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle du hyper casual game. Donc là c'est ce que vous voyez, quand ils ont acheté leur jeu mobile, ils ont acheté des jeux casual. Donc là vous voyez 40 millions, 47, 49. Donc les jeux casual, vous les installez, d'accord? Ils ont une durée de vie entre 3 et 5 ans, avec une croissance du chiffre d'affaires généralement assez forte les premières années, et puis après une décroissance dans le temps. Et peut-être, si vous avez de la chance, vous êtes capable de les relancer. Les jeux hyper casual, c'est un nouveau segment qui a été initié par les Français. C'est les gens de chez Voodoo Game qui ont initié ça. C'est quoi? C'est là, vous n'allez pas chercher à faire que votre jeu dure pendant 5-10 ans, mais vous allez faire comme Zara avec de la fast fashion. Vous allez tout le temps créer des jeux, énormément de jeux, et votre but c'est qu'ils fassent le buzz pendant un an. Et même pas un an, 6 mois. Et vous allez essayer de le rentabiliser sur ces 6 mois-là, et puis après vous passez à un autre jeu. Et vous allez créer un pool de jeux qui est colossal, et après vous allez juste faire en sorte d'entretenir les jeux, et le pool de jeux que vous allez, il va être tellement immense, que les jeux, même s'ils rapportent quelques millions à la fin, ils vont vous coûter peut-être 1 million à maintenir en vie,
en réglant les bugs, ce genre de choses. Vous allez les gérer vraiment au minimum. Mais s'ils vous rapportent 5 ou 6 millions et que vous en avez créé 50, bah vous êtes quand même gagnant de 4 millions par jeu à la fin. Et vous avez le même principe qui s'installe avec que ce que vous avez avec le back catalogue sur console. C'est ce qu'on appelle l'hyper casual. Alors le problème après de ce secteur, c'est que vous avez des jeux qui vraiment s'effondrent et ne produisent vraiment plus rien après quelques mois, hein. C'est-à-dire vous avez des jeux, ils ont fait 50 millions, ils sont arrivés au pic. 6 mois plus tard, ils faisaient moins d'1 million de chiffre d'affaires sur le mois. Donc là après ça peut devenir un peu compliqué parce que le maintien du jeu peut coûter plus cher que juste l'arrêter. Donc il faut faire beaucoup de choses. Mais du coup c'est très très intéressant. Là vous avez la manière de faire, hein, de créer, d'accord. Donc vous avez des relations avec des développeurs déjà existants, parce que quand vous faites de l'hyper casual, soit vous êtes comme Voodoo, c'est-à-dire vous allez créer des jeux from scratch, donc depuis rien, avec aucune marque derrière, soit ce que vous allez faire c'est essayer de capitaliser sur une marque ou sur un type de jeu en faisant un mini-jeu ou quelque chose comme ça. Donc typiquement, on peut reprendre sur Demiurge. Demiurge, c'est ce qu'ils essayent de faire. Sauf qu'ils sont pas dans l'hyper casual, mais ils sont entre l'hyper casual et le casual. Ils sont dans des jeux qui sont quand même un peu plus qualitatifs et un peu plus profonds que les jeux hyper casual. Mais c'est vraiment entre les deux. Et ça vous montre la vision qu'a Embracer et la capacité qu'a la société de vraiment comprendre les différents marchés. Et donc en fait quand vous faites de l'hyper casual comme ça, vous allez chercher des marques, après vous allez créer un certain nombre de prototypes, vous allez rapidement les tester, vous allez garder ceux qui ont le plus gros principe de scaling, d'accord. Et après vous allez tirer les marrons du feu, faire votre marge et essayer de les faire tenir, en sachant qu'au bout d'un moment, bon, vous allez plus vous battre et vous allez juste passer au suivant. Mais pour vous donner une idée, d'accord, vous voyez, ça fait 49 millions de chiffre d'affaires avec le casual, les jeux casual. Chez DK, vous avez 10 jeux casual, d'accord. Et vous en avez des qui sont vraiment tout nouveaux, ce genre de choses. Chez Crazy Lab, pour les 104 millions de hyper casual, vous êtes à plus de 40 jeux. Donc c'est vous dire la différence. Vous faites 49 avec 10 jeux, vous faites 104 avec 40 jeux. Mais si vous avez la capacité d'aller créer des synergies entre DK et Crazy Lab, par exemple de lancer beaucoup de jeux en hyper casual et de vous dire tiens, ça c'est un jeu qui match, il faut qu'on essaye de le passer en jeu casual et de tenir la communauté parce que le jeu il est intéressant, de faire des updates et tout. Tiens, ça c'est un jeu casual mais devient de moins en moins joué, ça devient pas intéressant de le maintenir, on va le faire passer en hyper casual et vous allez avoir une capacité de créer de la valeur avec ça. Donc ça c'est très très intéressant. Autre chose qui est intéressante, ça c'est ce que je vous explique souvent, quand vous achetez une société, quand vous cherchez une société, excusez-moi, vous allez toujours essayer de chercher des sociétés qui maximisent leur création de valeur. C'est-à-dire que dès qu'elles ont le pouvoir d'aller chercher 200 000, 1 million, 2 millions d'euros quelque part en faisant quelque chose, elles vont le faire. Si vous êtes sur des sociétés qui, entre guillemets, vivent sur l'existant et là où elles ont le pouvoir d'aller gagner 2 millions, 3 millions, 4 millions, elles n'y vont pas. Soit vous êtes sur des sociétés comme, encore une fois, Facebook, Google, qui sont concentrés sur des produits qui sont des produits très très complexes, mais qui sont mondiales et qui ont une capacité de scale énorme. Soit vous êtes sur des sociétés qui sont un peu des vieilles sociétés comme Michelin, ce genre de choses, qui ont une taille sur leur marché. Et là, le problème que vous avez, c'est que du coup, pour vous en tant qu'investisseur, ça fait perdre de la valeur à long terme. Et pour la société, c'est une mauvaise chose. Parce que quand vous n'allez pas chercher tout le temps la croissance partout, même sur vos petits secteurs connexes et tout, entre guillemets, ça pousse pas les sociétés à donner leur mieux, ça pousse pas les employés à donner leur mieux, et dès que ça va être un peu plus compliqué, que vous allez être un peu plus en difficulté, vous allez plus subir la difficulté qu'une société qui est vraiment habituée à aller capter la valeur partout et aller la chercher partout. Ça, voilà. Typiquement, vous allez prendre un retailer comme Costco, d'accord, qui est quelqu'un qui fait des grands centres commerciaux. Costco, si vous prenez le cours de l'action de Costco par rapport à Walmart, à Carrefour et tout, c'est un retailer qui a fait plus de 100 fois son cours d'introduction en bourse. Là où les autres n'ont pas du tout fait ça, d'accord ? Pourquoi Costco fait ça ? Parce que chez Costco, ils vont chercher le moindre centime de rentabilité et de chiffre d'affaires qu'ils puissent faire.
Chez Costco, s'ils peuvent faire une business unit qui va rapporter 5 millions de dollars, mais qui va avoir une marge de 80%, ils vont le faire. Ils vont pas dire tiens, ça nous prend la tête, on va devoir gérer une business unit, mettre un chef, et puis ça va nous créer des problèmes, on va pas vraiment savoir ce qui s'y passe, c'est trop petit pour qu'on le gère, c'est pas intéressant. Non, non, ils vont le faire. Ils vont chercher quelqu'un de compétent et ils vont le faire. Et bah là, vous avez la même chose. Et chez Embracer, ils rachètent une compagnie, d'accord, qui est spécialiste dans les costumes de vikings. Donc vous diriez, c'est assez loin du jeu vidéo. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que déjà, cette compagnie-là, elle a une forte rentabilité. Parce qu'elle travaille avec l'industrie du cinéma. C'est intéressant, pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai déjà expliqué, chez Embracer, il y a une volonté d'aller sur le cinéma. Ils font aussi de la distribution de films et ce genre de choses. Et ils veulent créer leurs propres films. Donc en ayant le créateur de costumes, bah, pour créer vos films, ça va être un peu plus simple. Et vous allez avoir une capacité d'avoir des costumes de plus haute qualité. Mais surtout, le management nous expliquait, c'est une toute petite entité qui paye très cher par rapport à la rentabilité actuelle de l'entité. Mais en fait, il nous explique, dès qu'on va faire un jeu sur les Vikings ou sur l'univers, on va créer une collection de produits dérivés avec eux, que ça soit avec eux en designer et après que ça soit produit en Chine, ou que ça soit vraiment du premium, donc produit par cette compagnie-là. Et on va créer tellement de rentabilité sur ces petites collections que le coût qu'on a mis pour acquérir la compagnie, il va être rentabilisé extrêmement rapidement. Sachant qu'en plus, le fait d'avoir ces costumes, de faire des costumes pour un jeu, d'avoir des beaux costumes à vendre et tout, ça fait du marketing. Parce que quand vous allez sortir un jeu sur les Vikings et vous allez mettre, bah, ça c'est le costume qu'on a créé, si vous voulez l'acheter, allez là et tout, bah, ça va faire un post sur les réseaux sociaux, les gens ils vont dire ah c'est joli, ça va matcher aussi par rapport à des gens qui aiment l'univers Viking mais qui jouent pas forcément aux jeux vidéo, ou des gens qui vont voir le costume et qui vont se dire tiens le jeu c'est intéressant, ou des gens qui vont voir le jeu et qui vont dire tiens le costume c'est intéressant, vous créez de la synergie et vous allez créer un petit peu de retour sur investissement. Et même si vous achetez très très cher une toute petite business unit, si vous avez la capacité de faire des petites synergies comme ça, vous pouvez la rendre extrêmement rentable. Et vous pouvez avoir, j'ai déjà vu des compagnies qui achetaient 20 voire 30 fois le prix, la rentabilité d'une société qui était toute petite et qui en moins de 2 ans faisait quintupler la rentabilité de la société. Donc à la fin, ils avaient payé moins de 3 fois la rentabilité. Mais parce qu'ils ont été capables d'impulser quelque chose. Donc ça c'est intéressant. Ça c'est vraiment intéressant. Ça montre aussi que ce MEA, ils sont capables d'aller le chercher partout. C'est-à-dire ils vont pas rester que dans le secteur du jeu vidéo. Ils vont aller là où il y a de la valeur à chercher. Et ça c'est intéressant parce que plus vous êtes une grosse société, plus il faut profiter justement de ce potentiel que vous avez d'aller chercher la valeur un peu partout. Allez, on continue. Donc du coup vous voyez le cours d'Embracer, hein, en moins de 4 ans c'est x10. Donc c'est un bagger x10 on appelle ça. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'assez rare. Vous avez très peu de sociétés qui font ça. Et c'est ce que vous allez chercher sur le marché. Pourquoi est-ce que vous allez chercher ce genre de société? Parce qu'en fait, les sociétés qui font x10 comme ça et qui ne sont pas des sociétés pénibles, parce que si vous allez me chercher une société qui te cotait à 1 centime et qui est montée à 10 centimes, oui, c'est de la spéculation. Non, non, là on parle de sociétés qui sont vraiment des vraies sociétés. Donc c'est une société qui cotait 25, un peu moins de 20 couronnes et qui est montée à un peu plus de 250 couronnes. Donc elle a fait x10, d'accord? Et c'est une vraie valeur qui a vraiment fait son parcours. Et bah ça c'est très très intéressant pour nous en tant qu'investisseurs parce que imaginons vous achetez 5 valeurs et vous êtes, voilà, vous vous dites je vais chercher la société qui fait x10. Même si les 4 autres valeurs à côté elles valent 0, si vous avez une qui fait ce x10, vous avez fait plus que le marché sur 5 ans, quasiment. Donc vraiment, il faut voir que les extrémums de création de valeur, c'est ce qui va créer la valeur de votre portefeuille. Et il ne faut pas en avoir peur. Il ne faut pas non plus vous dire, je vais mettre sur 2 valeurs parce que je suis sûr qu'il y en a une qui va faire x10. Parce que là, soit vous avez de la chance, soit vous êtes vraiment un génie. Mais si vous êtes vraiment un génie, à chaque fois que vous choisissez 2 valeurs, il y en a une qui fait x10. Il faut tout de suite m'appeler pour que je vous donne mon argent, parce que vous êtes meilleur que moi. Et je pense qu'il y a beaucoup de banques françaises et même internationales qui vont être intéressées par votre profil. Bon, la vérité, c'est que généralement, quand on choisit et qu'on se concentre beaucoup,
et qu'on a une société qui fait x10, c'est qu'on a de la chance. Quand vous allez chercher ce genre de société, vous pouvez pas juste vous dire je vais en acheter 5. À minima, il faut en avoir une quinzaine ou une vingtaine, je pense, pour être un peu voilà, pour être un peu libre et se dire que on est tranquille. D'accord? Donc ça c'est vraiment très très intéressant et ça vous montre encore une fois les extrémums de création de valeur. Donc votre but c'est pas forcément de chercher des valeurs qui vont faire 20%, 30%, ce genre de choses tous les ans, mais c'est de vous dire je vais prendre un pool de valeurs, quel est le potentiel de ma valeur à long terme, est-ce que dans mon pool c'est toutes des valeurs qui ont des potentiels de faire x10? Si oui, comment? Est-ce que c'est risqué? Est-ce que c'est pas risqué? Parce qu'il ne faut pas non plus que vous vous exposiez qu'à que des valeurs risquées, parce que si vous êtes que à des valeurs ultra risquées qui sont ultra endettées mais qui ont le potentiel de faire x10, vous prenez une crise du crédit dans les dents, toute la moitié de vos valeurs elles ont explosé et les autres elles se sont effondrées et c'est pas sûr que vous fassiez que vous soyez rentable. Donc il faut toujours gérer un peu et panacher entre différentes sociétés qui sont à différents types d'évolution de leur vie et à différents moments de création de valeur de leur vie, d'accord? Et toujours viser le long terme, d'accord? Parce que moi j'en ai acheté, alors je vous avoue que j'en ai vendu pas mal après, mais j'en ai acheté, je les ai pas achetés pour 6 mois. Quand vous achetez une valeur, vous l'achetez minimum pour 2-3 ans. Si vous l'achetez pour 6 mois, c'est que vous avez vraiment une idée très précise et que vous allez jouer sur une construction de marché très précise. Et ça, faut mieux être sûr. Quand vous avez le Covid et que vous avez des valeurs Covid et que vous savez qu'elles vont exploser leurs chiffres, bon, c'est plus ou moins facile. Mais si vous me dites je vais acheter de l'orange parce qu'il y a une rotation sectorielle vers orange pendant 6 mois, puis après je vais passer à du carouf ou ce genre de choses, c'est vraiment complexe et vous êtes sur de la rotation sectorielle, vous jouez là-dessus, il y a beaucoup de fonds qui jouent là-dessus et pour allez, 5% des fonds qui jouent là-dessus qui sont bons, vous en avez 95% qui sont mauvais, hein. Donc, alors que si vous cherchez des belles compagnies à long terme, c'est déjà beaucoup plus facile d'identifier ça et de jouer à long terme. Vous avez beaucoup plus de gagnants dans le long terme que dans le court terme, hein. Ça, c'est classique, hein. On va revenir aussi. Là, vous voyez que ça a bien descendu. C'est global au secteur. Donc vous avez le fait que beaucoup de gens commencent à dire que Embracer est pas mal endetté. Mais comme on va le voir, c'est vraiment quelque chose de sectoriel. C'est-à-dire sectoriellement, vous avez un univers du jeu vidéo qui a bien monté ces 3 dernières années. Et vous avez des acteurs comme Embracer qui ont fait beaucoup mieux que les autres. Et là vous avez sectoriellement un peu un déclin du jeu vidéo en bourse pour plusieurs raisons. Moi, je pense que c'est très exagéré et que c'est vraiment des très bonnes valeurs à très long terme. Mais moi, quand je vous dis à très long terme, je suis dans la construction d'une société à 5-10 ans, hein. Je vous parle pas à 1 an ou à 2 ans. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que va faire la société dans 5-10 ans. C'est de me dire, est-ce que Embracer va être capable d'être Activision ou même mieux d'être EA ou ce genre de choses dans 5 ans ou dans 10 ans. C'est ça que je vise. C'est pas est-ce que elle va faire 30% de chiffre d'affaires en plus l'année prochaine. Je vous dirais que j'ai besoin qu'elle le fasse pour me prouver qu'elle peut devenir IA. Mais ce que je cherche, c'est bien ça, c'est le futur IA, le futur ce genre de choses. Et c'est toujours comme ça dans toutes mes valeurs, hein. Donc on va passer après à Nintendo. Donc là, vous voyez, c'est le chiffre d'affaires de Nintendo, le Q1. Donc Q1 2022, donc il n'y a pas eu beaucoup de sorties au Q1 2022, donc il y a une petite baisse, d'accord. Vous avez un profit opérationnel qui est en plus forte baisse parce qu'il y a eu énormément d'investissements publicitaires sur le Q1 pour pousser un peu la console, ce genre de choses. Vous avez un net profit qui est pas mauvais, hein, parce que vous êtes sur un net profit qui est sur un ratio de 28.7 là où on était à 29.7, donc vous perdez que 1 point, alors que sur l'operating profit ratio vous perdiez 3.3 points. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant, ça veut dire qu'ils ont été capables de resserrer les boulons et de convertir en rentabilité nette plus efficacement leur rentabilité opérationnelle. Donc ça c'est toujours quelque chose d'intéressant. Après c'est vrai que sur les trimestres d'avant ils avaient le coût de mise en service de leur parc, à thème, ce genre de choses. Et là ils ne l'avaient pas parce qu'ils ont fini et qu'ils l'ont enfin ouvert. On continue. Donc là vous voyez les net sales, vous avez les jeux vidéo, vous avez le mobile qui est quasiment stable avec des jeux qui sont en hausse, des jeux qui sont en baisse. Ce qui est intéressant dans le mobile, c'est quand même que
il y a eu au Q1 des grosses restrictions sur Pokémon Go qui étaient repassées en formule Covid. Donc c'est-à-dire en formule Covid, c'est vous sortiez plus pour jouer. Le jeu, il vous permettait de jouer chez vous. Et il y a beaucoup de gens à qui ça plaît pas forcément, que ça motive pas à jouer, ce genre de choses. Donc c'est quand même assez intéressant, comme c'est une des grosses locomotives du jeu. Après vous aviez le jeu Pokémon sur mobile aussi, qui est édité avec DNA, qui est une société japonaise, qui a eu un peu qui a fait un très bon démarrage il y a un an et qui depuis diminue année après année. Donc ça touche aussi le, les IP mobiles. D'accord. Vous avez les cartes qui sont roses. Bon, les cartes c'est assez, ça dépend de beaucoup de choses. Donc là, vous avez le non-operating income, d'accord, qui est en forte hausse. Vous avez le profit ordinaire qui est en forte baisse, le net profit. Donc pourquoi est-ce que vous avez un non-operating income qui est en forte hausse? Parce que justement, voilà, vous avez tout ce que rapporte Pokémon Company, Pokémon Go avec Niantic, ce genre de choses, qui sont toutes des filiales en fait, qui sont pas détenues à 100% par Nintendo et qui sont du coup du non-operating profit et qui permettent à la société d'aller capter énormément de valeur. Et ça, c'est de plus en plus intéressant. Vous voyez que c'est vraiment quelque chose qui augmente très fortement. Et vous avez la bonne nouvelle. Moi, je pense que c'est même l'excellente nouvelle du Q1. C'est les rachats d'actions qui recommencent. Donc pour ceux qui connaissent bien les marchés japonais, vous avez très peu de rachats d'actions. Vous avez généralement des dividendes qui sont assez faibles et des rachats d'actions qui sont faméliques. Donc là, c'est quand même assez intéressant. Ils vont racheter ils vont racheter 1,51% du capital pour l'annuler. Je vous les ai mis juste après. Là, en fait, ça vous montre le nombre d'actions que la société a à son capital depuis le début. Donc ce que vous voyez, c'est que on était à 946, enfin 947 en juin 2015 et en août 2021, on est à 952. Donc on a pris plus 3 millions d'actions. D'accord? Donc c'est quand même, c'est pas négligeable. Et en fait, ce qui donne cet effet d'intérêt composé très agressif des actions américaines, c'est que depuis une dizaine d'années, la plupart des sociétés qui ont réussi à se faire une belle place sur la tech, elles achètent agressivement leurs actions. Parce qu'elles ne peuvent pas investir tout le cash qu'elles gagnent. Parce que déjà, on leur empêche de faire des fusions-acquisitions colossales parce qu'on veut pas que ça devienne des sociétés qui sont trop grosses. Donc en fait, avec leur cash, elles sont obligées de faire quelque chose. Soit elles font des très gros dividendes, mais fiscalement, c'est pas forcément intéressant. Donc en fait, ce qu'elles font, c'est que elles font des dividendes, 2-3%, et à côté, elles font des rachats d'actions pour faire monter le prix de l'action. Et les Japonais n'ont jamais fait ça. Et Nintendo a fait quelques programmes de rachat d'actions. Et là, au conf call, le principal changement, c'est qu'ils ont expliqué qu'ils avaient quand même énormément de cash. Et que tant qu'ils étaient toujours en production de cash importante, ils allaient continuer ce principe de rachat d'actions qui est intéressant. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que quand vous avez une compagnie comme Nintendo où vous dites que les actifs ils vont durer peut-être 40, 50 ans, que les enfants des 3 ou 4 prochaines générations joueront toujours à Mario et à Zelda, donc il y aura toujours de la valeur dans la compagnie, que la compagnie arrivera toujours à innover et à créer des nouveaux produits comme elle les a fait avec les Amiibo et ce genre de choses. Bah, si en plus ils se mettent à racheter des actions de temps en temps et que sur une très longue période de temps, au lieu d'être quasiment flat, c'est-à-dire plus 3 millions d'actions en 5 ans, bah, ils arrivent à faire diminuer de 15, 20, 30, 40 millions d'actions sur 5, 6, 10, 15 ans, bah, tout de suite la valeur que vous allez retrouver dans le stock, dans l'action, elle va pas être la même. D'accord? Donc là, vous avez l'action, donc vous voyez que vous avez fait un plus haut qui était à l'époque à un peu plus de 70 000 yens qui était en 2008, d'accord? Et depuis, on n'avait jamais réussi à battre ce plus haut. Donc en fait, je vous avais dit la dernière fois que on était quasiment, je crois que la dernière fois qu'on a parlé de Nintendo, on devait être vers 65, 66, et je vous ai dit que le but de Nintendo, c'était vraiment d'arriver à passer ce cap de 2008 et à faire oublier l'échec de la Wii U que vous voyez dans le graphe sur les années 2012-2015. D'accord?
et que vous allez chercher à faire comprendre au marché que vous avez compris votre erreur à l'époque et que vous allez essayer d'être une société qui est moins cyclique. C'est-à-dire qui fait beaucoup de rentabilité quand elle sort sa console, quand elle sort Mario, les premiers jeux Mario, les premiers jeux Zelda, et qui après, jusqu'au cycle de la nouvelle console, bah, elle galère. D'accord? Donc là, c'est vraiment ce que doit essayer de prouver Nintendo. Et le Q1 a fait dire aux gens que bah, c'était toujours pas ça. Pourquoi? Parce que vous aviez eu l'année dernière Animal Crossing sur le Q1, parce qu'ils sont en exercice décalé, hein, donc ça correspond, le Q1 de cette année correspond au moment où il y a eu la sortie de Animal Crossing l'année dernière, avec le plein Covid. Donc forcément, ils n'ont pas réussi à faire aussi bien qu'avec Animal Crossing, qui avait été un carton phénoménal, mais ils font que moins 10% de chiffre d'affaires, alors que l'année dernière, vraiment, Animal Crossing, ça avait été un carton incroyable, avec en plus une Switch Collector qui s'était très très bien vendue sur Animal Crossing, donc avait aussi boosté la partie hardware de façon colossale. Donc je pense que le marché est un peu trop agressif avec Nintendo. Moi j'en avais un peu allégé en espérant un peu ce genre de système. Je pense que c'est encore un peu tôt, mais si on continue à tanguer un peu, c'est sûr que c'est une société où j'irai renforcer un peu en plusieurs paliers vers 45 000 yens, ce genre de choses. Et même en dessous de 50 000 yens, ça peut commencer un premier point de renforcement. C'est intéressant, le dividende va diminuer parce qu'ils font moins de cash cette année. Il va être quasiment diminué de, je crois, 50%, un truc comme ça. Donc au lieu d'avoir un dividende yield qu'on avait qui était quasiment à 5% l'année dernière, on va avoir quelque chose qui va être entre 2,8 et 3% à peu près par rapport au cours actuel de Nintendo. C'est quelque chose d'intéressant. Moi, je pense surtout que par rapport au cycle d'avant, au cycle de 2008, il y a quand même des énormes forces en plus. C'est-à-dire, il y a le parc à thème qui commence, même si pour le moment c'est compliqué avec le Covid, mais ça montre vraiment une différence clé. Vous avez le mobile avec quand même les jeux Pokémon qui sont lancés, d'accord? Vous avez les amiibo qui ont été lancés. Vous avez maintenant le MOBA Pokémon, d'accord? Donc vous avez énormément de nouvelles choses dans l'écosystème de Nintendo qui sont rentrées et qui vont amener du chiffre d'affaires et de la rentabilité à long terme. Et ça, je pense que c'est très très intéressant. Sur Pokémon, là où en 2008, il y avait la sortie des jeux Pokémon sur 3DS et puis c'était tout. Maintenant, vous avez la sortie des jeux Pokémon, le jeu Pokémon en monde ouvert, donc Arceus, le MOBA Pokémon. Donc vous avez vraiment une licence Pokémon qui s'est vraiment étalé de manière colossale sur une multitude de supports et une multitude de types de jeux. Et ça, moi, je pense que c'est intéressant. Et on commence à voir qu'ils sont en train de faire la même chose sur d'autres licences comme Mario, ce genre de choses. Et je pense que plus ils vont aller là-dedans, plus entre guillemets, ils vont avoir une solidité même en bas du cycle. Et qui sont le moment où ils sont pas dans le lancement d'une console et dans la hype absolue, ils vont avoir un bas de cycle qui va être de plus en plus haut. Donc je pense que c'est une société qui a très long terme, contrairement à ce qu'elle a eu en 2012-2015 où elle filait plus grand chose de dividendes, arrivera toujours à nous filer ces 1500 yens de dividendes dans le temps. Et donc du coup sur le marché japonais, vous avez un actif qui est à 3%, c'est déjà assez rare de dividendes. Vous avez un actif extrêmement rare parce que des sociétés qui sont aussi connues, avec des licences aussi connues que Nintendo, c'est très très rare. Vous avez Disney et puis dans l'univers multigénérationnel, c'est à peu près tout. Ou après, vous êtes sur des licences de cinéma. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très très intéressant. Ça vous montre aussi que ce problème du jeu vidéo, il est un peu partout, parce que si vous prenez toutes les sociétés du jeu vidéo, vous avez des fortes baisses ces dernières semaines, derniers mois du cours de bourse, parce que voilà, le marché, là où il adorait les sociétés de jeux vidéo, maintenant il aime plus ça. Bon, c'est un cycle, il y en a dans le marché, ça change pas qu'on va passer de plus en plus au game as a service, que ça va donc élargir encore plus le marché comme il y a eu dans le marché de la musique, ce genre de choses. Donc moi je pense que tout ça c'est des choses très très intéressantes pour nous. Vous avez aussi Pokémon Unite, donc comme je vous en avais parlé pour Tencent, qui est quand même un très très gros succès, donc qui est un nouveau MOBA qui est créé par Timmy, donc qui est le studio de jeux vidéo de Tencent,
Voilà, Tencent, ils détiennent aussi League of Legends, donc ils connaissent très bien l'univers des MOBA. Et en plus, ce jeu, il va arriver en septembre sur iOS et Android. Et ça va être très très intéressant parce que si sur Switch, on a très peu d'informations qui fuitent sur le nombre d'utilisateurs, sur le chiffre d'affaires, ce genre de choses, sur mobile, on aura beaucoup plus de simplicité à avoir des fuites et donc à savoir si c'est une très très grosse réussite ou pas. Et donc ça peut vraiment être très très intéressant. Le prochain sentier effectivement pour Pokémon, c'est Arceus qui va sortir début 2022, enfin fin 2021, début 2022. Et donc ça va être intéressant parce que c'est le premier Pokémon en monde ouvert. Et si en plus ils arrivent à créer un univers Pokémon en monde ouvert et qu'ils arrivent à maintenir la licence sur plusieurs typologies de jeux, ça peut être très très intéressant. Donc voilà. On va continuer. Je pense qu'on va pas mettre de pub pour la reprise. Hein. Donc là, vous êtes sur Twitch. Donc vous êtes sur plus 23% de fréquentation et d'heures vues sur Twitch par rapport à juillet de l'année dernière. Donc là, vous voyez en mois au mois, vous avez tout qui est en baisse, sauf Valorant et Counter-Strike Global Offensive. Donc ça vous montre quand même qu'il y a les vacances. Ça vous montre la puissance d'un jeu comme Valorant et comme Counter-Strike en ce moment aussi. Bon, après, vous avez des compétitions sur ce jeu en ce moment. Bon, il y en a aussi sur League of Legends, mais voilà, vous en avez moins que ça. Vous voyez que Grand Theft Auto est toujours au top du top. D'accord. Comme je vous le dis, toujours la même chose. Un seul studio arrive à mettre plusieurs jeux dans le top. C'est quoi? Eh ben, c'est Riot Games qui met League of Legends et Valorant dans le top 5. Vous avez aucun autre studio qui fait ça. Vous avez Activision qui met comment ça s'appelle, Call of Duty et World of Warcraft dans le top 10. Mais c'est différent. Vous n'êtes pas dans le top 5. Et World of Warcraft, des fois, ça descend en dessous du top 10. D'accord? Donc c'est quand même intéressant. Il faudra voir dans le temps. Minecraft de plus en plus perd sa place quand même. Hein. Là où avant Minecraft a pendant des années été vraiment dans le top 5, mais vraiment bien ancré dans le top 5, depuis quelques années on voit quand même qu'il y a un essoufflement sur le phénomène Minecraft qui est quand même assez important. Sinon vous avez un nouveau segment qui explose sur Twitch, c'est l'ASMR. Donc l'ASMR, c'est quoi? C'est des petits bruits que vous allez faire dans le micro pour plaire aux oreilles des gens. Donc c'est pas de la musique, mais c'est des petits bruits. Donc vous allez manger dans votre micro, ce genre de choses. Bon voilà, c'est des petites choses, mais ça vous montre quand même qu'il y a de la valeur à capter partout. Vous voyez, l'ASMR, ça représentait quasiment rien en juillet de l'année dernière, d'accord? Et vous voyez que ça a quasiment triplé en juillet de cette année. Vous voyez que vous avez la même chose. En juillet de l'année dernière, le sport, ça représentait rien du tout. Et maintenant, le sport, c'est plus que l'art. Et c'est quasiment autant que la musique sur Twitch. Donc ça, c'est intéressant parce que ça vous montre toute la capacité que vous allez créer des choses. Et vous voyez une chose intéressante. Le sport sur Twitch, il a beaucoup monté aussi en partie avec Ring Fit Adventure. Et donc vous avez une capacité de capitaliser sur le fait qu'il y a des gens qui vont vouloir faire du sport en visio sur Twitch parce que du coup on peut plus aller à la salle et tout, en sortant un jeu, et du coup vous allez capitaliser dessus. Et il s'est passé d'autres choses aussi. Vous avez des jeux sur le Tour de France qui sont sortis avec des concours et tout, et vous avez des gens qui ont fait les concours sur Twitch en pédalant en même temps que les gens, ce genre de choses. Et tout ça, c'est des choses un peu des nouvelles manières de créer de la valeur et de créer des jeux et de créer des engouements autour des jeux qui sont très très intéressantes pour les éditeurs. Hein. Après, on continue avec Ubisoft avec encore un rebondissement. Donc je vous avais expliqué avant de partir en vacances qu'il y avait un énorme problème chez Ubisoft de harcèlement, qu'ils n'avaient pas viré tous les harceleurs, qu'ils en avaient même rapatrié certains en France, dont surtout un qui gérait le studio avant de Singapour, qui était accusé de graves manquements déontologiques, en payant pas les gens correctement et en faisant de la discrimination selon la race, selon l'éducation, selon l'âge et selon énormément de facteurs différents. Et ce qui s'est passé pour Ubisoft ces dernières semaines, c'est quelque chose d'assez mauvais. C'est quoi? C'est que le régulateur de Singapour a ouvert une enquête sur la manière dont étaient gérées les équipes d'Ubisoft Singapour.
Et ça peut être très très dangereux parce que déjà il va y avoir des choses qui vont sortir dans la presse. Donc plus l'enquête dure longtemps, plus Ubisoft va avoir affaire à cette mauvaise presse qui va créer des problèmes sur sa note ISR, sur ce genre de choses. Ils n'ont toujours pas réussi à colmater les fuites et à se mettre d'accord. Ils sont sous pression de certains syndicats en France qui les attaquent en justice. Ils vont être sous pression à Singapour. Potentiellement, ils vont être peut-être obligés aussi de payer des dommages et intérêts. Donc vraiment, ça devient très très compliqué pour Ubisoft et c'est quelque chose qui s'envenime très très fortement. Quelques résultats. Donc EA au Q1 a fait plus 6% en remontant son objectif de chiffre d'affaires, donc qui est passé de 6,80 milliards à 6,85 milliards, avec un résultat net de 456 millions de dollars, vs 350 millions, 340 millions, un truc comme ça avant. Donc vraiment une bonne hausse. Square Enix, vous avez un CA en hausse de 1,8% et des revenus, c'était un résultat net en hausse de 26,9%, avec le gaming qui est en descente, mais ce qui a permis aux revenus de Square Enix de beaucoup monter, c'est les mangas et c'est les figurines et les produits dérivés, dont une grande partie était liée à des licences de gaming. Donc ça vous montre que dès que vous êtes capable d'aller chercher de la valeur sur des produits qui marchent différemment, qui marchent plus qu'un jeu vidéo ou qui marchent plus au one shot qu'un jeu vidéo, bah tout de suite vous allez créer énormément de rentabilité. Vous avez Sega Sammy qui est boosté par la sortie de Phantasy Star Online avec un CA en hausse de 22% et un objectif de CA sur 2021 qui est ramené de 2,5 milliards de yens à 2,8 milliards de yens. Vous avez Nexon qui fait face à une baisse de 13% de ses revenus qui sont dus à un problème sur MapleStory. Je vous en avais parlé il y a quelques mois en vous disant qu'ils avaient réussi à retourner la vapeur sur MapleStory grâce au Covid. Et en fait, ce qui s'est passé, on en avait parlé un peu très rapidement sur un oscillo il y a, je crois, 4-5 mois. Ils ont eu un problème avec des youtubeurs coréens parce qu'ils ont maltraité des équipes et qu'ils ont un peu menti sur leur manière de monétiser les joueurs. Du coup, certains youtubeurs coréens ont décidé de boycotter le jeu, ça a fait descendre l'utilisation du jeu et du coup, ils sont revenus dans leur problème initial, c'est-à-dire que MapleStory est reparti en décroissance. Donc c'est très très compliqué pour Nexon. Ils ont aussi eu un peu de perte sur le trimestre parce qu'ils ont acheté du Bitcoin au plus haut et du coup ils ont dû passer une provision, mais ils continuent à dire qu'ils vont acheter du Bitcoin et qu'ils vont se diversifier dans les crypto-monnaies. Donc ça, il faudra suivre sur Nexon. Ils pensent même rajouter l'achat en crypto-monnaie sur leur jeu. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être intéressantes et on faudra voir si ça drive une utilisation, un public d'utilisateurs un peu nouveau, ce genre de choses. Ils veulent faire des choses aussi sur les NFT dans leur jeu. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes, mais ils sont vraiment au début. Pour le moment, à part avoir acheté des cryptos, ils n'ont pas fait grand-chose. Vous avez Remedy en Europe qui a un CA en hausse de 3,3%. L'année dernière, ils avaient déjà fait un record historique en sortant aucun jeu, juste avec leur back catalogue. Là, cette année, ils ont sorti aucun gros jeu non plus et ils font ça aussi avec leur back catalogue, qui est surtout dû à un gros jeu qui s'appelle Control, qui est sorti il y a plus de 2 ans maintenant, et qui est un jeu qui fait un carton. Et ils sont en train de faire le prochain Control, donc ça c'est très très intéressant. Après, c'est une société qui est très très chère. Bon, après il y a beaucoup de cash dans la société. Vous avez Netmarble, le géant chinois, qui fait un CA en baisse de 16%. Vous avez Tencent qui a fait un CA en hausse. Je ne l'ai pas mis là parce qu'on en parle dans Newtech Insider. Donc je ne le mets pas dans le gratuit. Dans Parlons Gaming, vous avez quelques autres sujets. Donc quoi d'autre? Vous avez Epic Store qui a introduit le self-publishing. Le self-publishing, pardon, qui est une copie de ce que fait Steam. Donc ça, c'est pour tous les éditeurs un peu, voilà, qui ont des jeux en bêta, ce genre de choses, et qui veulent les éditer sur la plateforme en bêta ouverte ou ce genre de choses comme a fait Steam. Bah, ce sera bientôt possible sur l'Epic Store. Vous avez Nacon qui acquiert Creature Studio et qui ajoute du coup le skateboard à son pôle de sport après le rachat de Big Hand Studio qui lui permettait d'avoir des compétences en tennis et en rugby. Donc c'est vraiment une volonté de la part de Nacon de créer un pôle sport
qui est intéressant. Vous voyez qu'il y a d'autres acteurs qui sont dans cette stratégie-là. Il y a EA qui veut faire ça et vous avez Take-Two qui veut faire ça. Donc la question c'est est-ce que Nacon avec sa petite taille arrivera à créer ce pôle sport. Après Nacon ils ont décidé de se battre sur des sports qui sont des sports très complexes ou très localisés à certains pays qui correspondent à certains pays et qui du coup sont pas dans le scope de vision des gros acteurs comme EA et comme Take-Two parce que c'est des jeux un peu trop qui rapportent pas assez pour être intéressants. Donc la question c'est est-ce que Nacon va être capable de construire des licences qui vont sortir en mode annualisé et d'arriver à leur donner vraiment un intérêt, quelque chose et de convaincre les joueurs d'aller dessus. Bon, ça c'est quelque chose de compliqué. Je vous dirais que vu la qualité de Handball 21, on peut en douter. Mais après, la question pour Nacon, c'est est-ce que c'est rentable? Est-ce qu'ils vont réussir à créer des synergies, à avoir des développeurs qui sont spécialisés dans ces jeux de sport et qui vont être capables de réutiliser les sprites entre des jeux de rugby et des jeux de hand, ce genre de choses, et d'essayer de créer de la synergie, de travailler sur les mêmes moteurs graphiques, ce genre de choses. Il y a Focus Home qui acquiert Dotemu, qui est un spécialiste du rétro gaming. Donc ça on verra aussi, il y aura une vidéo spéciale dans New Tech Insider pour ceux qui veulent. Il y a Rovio qui acquiert le studio de jeux vidéo, un studio de jeux vidéo hyper casual, Ruby Games, qui est un studio turc, d'accord. Donc ça vous montre encore une fois cet univers hyper casual qui est vraiment en ébullition, hein. Vous avez Unity qui acquiert la société Parsec. C'est une société qui permet de jouer avec vos amis au même jeu en streaming. Voilà, c'est-à-dire que vous allez jouer sur l'ordinateur de une personne sur le même ordinateur et en fait cette personne elle va vous streamer la partie sur votre ordinateur et vous allez jouer sur votre ordinateur, mais en fait vous n'avez pas lancé le jeu. Vous allez jouer en local sur l'ordinateur de la personne, mais elle stream vers vous. Donc c'est une technologie qui est très très intéressante. Le but de l'achat par Unity de Parsec par Unity, c'est d'intégrer les capacités de Parsec dans le moteur Unity et de favoriser les jeux à plusieurs pour les utilisateurs du moteur Unity. Et après vous avez Krafton, donc le développeur de PUBG et de quelques autres MMO, qui a fait son entrée à la bourse de Séoul et c'est la plus grosse IPO du marché coréen en 17 ans. Ça s'est mal passé les premiers jours et puis après ça s'est un peu repris. Ça permet aussi à Tencent d'augmenter son pool d'actifs cessibles. Qu'est-ce que sont les actifs cessibles pour Tencent? Pour Tencent, les actifs dits cessibles, c'est les sociétés dont Tencent détient des parts et qui sont cotées en bourse, donc où il y a une liquidité pour céder les titres pour Tencent. Et comme ils détiennent quasiment 20% de Krafton qui vaut un peu plus de 18 milliards, bah, ils vont pouvoir passer en actifs cessibles quasiment 1 milliard de dollars en plus. Donc ça c'est intéressant aussi pour nous. Voilà, voilà. Donc maintenant on va aller voir vos questions. Donc, alors, c'est comme retrouver sa femme après toutes ces semaines, quel pied. Et ben, je suis très content pour toi, Matt. Attention à la future concurrence des jeux sur les blockchains. Oui, effectivement, il y a tout ce qu'on appelle les jeux sur blockchain qui sont tout nouveaux avec les NFT. Vous en avez de plus en plus. Donc ça peut effectivement être une concurrence de certains nouveaux jeux qui sont des jeux plus décentralisés et qui ont des mécanismes de monétisation différents. Après, je pense pas que l'univers soit prêt et que les joueurs soient prêts à jouer à des jeux blockchain qui soient des jeux de taille considérable sur les 5 années qui arrivent ou sur les 10 années qui arrivent. Or, on est vraiment sur un cycle de 5-10 ans. Voilà. Un petit point prévu sur les prochaines analyses de chiffres Coinbase. Bon, peut-être on fera ça la semaine prochaine, mais là il y avait quand même beaucoup de contenu, donc c'était un peu compliqué. Donc j'ajouterai peut-être ça. Est-ce que l'inflation commence à toucher les salaires? Les développeurs sont toujours très recherchés. Alors, oui, ça a toujours été compliqué de trouver des développeurs. Après, ça n'a jamais été un secteur où les développeurs étaient le mieux payés. C'est-à-dire si vous faites développeur de jeux vidéo, comme c'est un secteur de passionnés,
vous gagnez moins votre vie en faisant développeur de jeux vidéo qu'en faisant développeur d'applications web, CRM par exemple. Or, des fois, vous avez besoin des mêmes compétences, ou vous avez les compétences dans les deux domaines. Après, oui, vous avez une hausse des salaires dans le temps qui commence à se mettre en place dans le monde du jeu vidéo. Ça reste gérable à mon avis, et c'est compensé à mon avis par la hausse globale de nombre de personnes qui commencent à jouer aux jeux vidéo. Donc avec des nouveaux territoires de croissance, l'Inde, l'Asie du Sud, ce genre de choses, que ce soit pour console, pour mobile ou même en ligne. Vous avez de plus en plus de gens qui commencent à jouer à ces jeux-là, donc vous augmentez votre pool de joueurs et votre capacité du coup de vendre. Vous allez augmenter votre marché adressable en fait. Euh, Ils sont d'autant plus recherchés que les meilleurs partent vers la blockchain où les salaires sont très élevés. Oui, oui, oui. Et vous avez des développeurs qui commencent à partir sur la blockchain parce que vous avez cette même passion qu'ils ont pour le jeu vidéo, pour la blockchain. Après, vous n'êtes pas non plus. Enfin, dans le jeu vidéo, il n'y a pas de pénurie colossale. C'est-à-dire que vous avez des secteurs où vous êtes nettement plus en pénurie que le jeu vidéo. C'est tendu, ça a toujours été tendu, mais c'est pas non plus un marché d'ultra pénurie où vous allez acheter vos concurrents juste pour acheter leurs développeurs, hein. C'est pas encore ce niveau-là. Vous avez besoin d'avoir des développeurs de talent et ça a une valeur les développeurs de talent, mais voilà, il y a une certaine limite. Euh, AXS a généré plus de 1 milliard de revenus. Oui, oui, non, mais c'est une super. C'est une super. C'est une super société, AXS. Mais je pense que vous avez aussi dans l'univers du. Comment ça s'appelle? Dans l'univers de la crypto, un peu des choses qui sont des emballements. C'est pareil, quand vous regardez un peu les ventes sur les NFT liés à la NBA, vous avez eu des énormes ventes au tout début. Et maintenant, ça commence un peu à se tasser. Il va falloir prouver la croissance dans le temps et il va falloir créer quelque chose. C'est assez facile d'avoir une explosion au début. La question, c'est la pérennité du service. Et dans les cryptos, vous avez beaucoup de services qui ont eu des explosions d'utilisation au début et vous avez peu de services qui ont réussi à avoir une pérennité dans le temps. Donc ça, c'est quand même, on est encore au début sur les jeux blockchain, sur toutes les produits blockchain, et la pérennité du service, elle reste à démontrer pour moi. Après, effectivement, il y a des super sociétés qui ont des choses très très intéressantes. Moi, je pense que par exemple, tout ce qui est des sociétés comme Nafter et tout, qui veulent essayer de prendre un peu qui sont entre OnlyFans et Facebook, c'est des choses qui sont très très intéressantes parce que effectivement OnlyFans va avoir de gros problèmes de régulation et on a déjà, et que avoir quelque chose de décentralisé, de géré sur la blockchain et qui permet à chacun de vendre plus ou moins le service qu'il veut comme il veut, ça peut être des choses qui sont intéressantes, surtout pour des secteurs qui sont un peu complexes comme le secteur du X ou ce genre de choses, où c'est vrai que par exemple pour ceux qui veulent vendre des vidéos d'eux, les personnes qui font des webcams, ce genre de choses, ça a toujours été compliqué. Et avant OnlyFans qui commence à être tapé par le réseau Mastercard et Visa qui vont l'obliger à limiter un peu la pornographie sur son service. Il y a d'autres acteurs qui ont été touchés par ça, et donc effectivement je pense que ça sur des nouvelles typologies de tokens, ça peut être des choses intéressantes. Quel est le but de l'apparition de l'ancien volet de Focus sur Epic Store en gratuit? Une prochaine épuration plus étroite. En fait, Epic Store, ils ont besoin de motiver les joueurs à venir sur leur plateforme et ils décident de donner des jeux gratuitement. Et des fois, ils donnent des très gros jeux, des fois, ils donnent des petits jeux. Pour Focus, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, Epic Store, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont dire je te paye X millions et je donne ton jeu gratuitement à tous les détenteurs de l'Epic Store qui vont le télécharger. Ça va durer quelques jours
Et pour Focus Home, du coup, bah, c'est un moyen de faire une vente en one shot, d'aller obtenir beaucoup d'argent sur un back catalogue, c'est très très intéressant. Sachant qu'en plus, vous n'avez pas les DLC qui sont fournis avec ce genre de choses, donc vous avez toujours une capacité après pour Focus d'aller monétiser ces nouveaux utilisateurs et de se dire que c'est des gens qui n'ont peut-être pas joué au jeu et qui du coup vont peut-être jouer au futur A Plague Tale qui va sortir l'année prochaine. Parce qu'ils vont se dire, ah bah tiens, j'ai joué au dernier, j'ai bien aimé, je le connaissais pas, il y a le prochain qui sort dans un an, je vais le mettre dans ma liste de souhaits sur Epic Store ou sur Steam, et du coup quand il va sortir, je serai tenu au courant et je vais l'acheter. Du coup voilà. Il me semble avoir lu que Tencent allait s'installer au Canada. Une peur pour les autres studios de ne pas se faire piquer ses employés par les Chinois. Tout le monde s'installe au Canada. Pourquoi vous vous installez au Canada? C'est assez simple. C'est la même chose que pourquoi pendant un temps tout le monde s'installait en France. C'est parce que vous avez des gros crédits d'impôt sur la création de jeux vidéo au Québec. C'est énorme. Vous allez énormément réduire vos impôts au Québec sur la création des jeux parce que quasiment toute votre création de jeux vidéo elle est amortissable à 100%. Donc vous avez une capacité et en plus vous avez énormément d'aides comme vous avez en France avec le cinéma, avec le CNC. Vous avez pareil dans le jeu vidéo encore avec le CNC, mais les Québécois ils sont allés beaucoup plus loin. Les aides sont vraiment beaucoup plus importantes, donc vous avez quasiment tous les studios d'une taille importante qui s'installent là-bas. Focus Home a d'ailleurs ouvert un studio de jeux vidéo aussi au Canada. Donc c'est vraiment quelque chose de global. L'industrie du jeu vidéo canadienne est en essor colossal parce que la politique fiscale canadienne est très très en faveur des studios et que personne s'est aligné encore dans le monde sur une politique fiscale aussi intéressante que ce que fait le Canada. Je parle de A Plague Tale. Oui, oui, je parlais moi aussi de A Plague Tale. Le fait de sortir, de donner A Plague Tale sur, sur l'Epic Store, ça permet de toucher de l'argent pour Epic. Ça permet aussi de convertir des nouveaux utilisateurs qui vont peut-être acheter des DLC et aussi qui vont être intéressés pour l'achat du futur A Plague Tale qui va sortir l'année prochaine. Que penses-tu de UOS de Ultra J'ai pas encore étudié. C'est quelque chose qui est dans mes cartons, mais vous êtes nombreux à me le demander. Il me semble que c'est parce que Rodolphe Stéphan est très positif sur l'UOS. J'ai pas encore étudié là-dessus. On était très positif lui et moi sur le Solana pendant longtemps, donc voilà. Mais l'UOS, j'ai pas encore eu le temps. Et franchement, quand vous étudiez vraiment une crypto et la manière dont c'est créé, dont c'est codé et tout, ça vous prend vraiment beaucoup de temps. Et j'ai eu beaucoup de choses à faire cet été, du coup, j'ai pas encore eu le temps de l'ouvrir. C'est vraiment le problème principal des cryptos, c'est-à-dire que si vous faites pas ça à 100%, vous allez rater plein d'opportunités parce que aller vraiment dans la profondeur des projets et travailler dans la profondeur des projets, ça vous demande énormément de temps. Et comme je ne traite pas que les cryptos, enfin c'est même pas du trading, mais que je n'investis pas que dans les cryptos, bah forcément je suis obligé de partager mon temps et après ça fait des petits ratés comme ça. Peut-être que j'aurais dû m'intéresser qu'aux cryptos. Moi je pense que s'intéresser à tout c'est plus intéressant à long terme et vous les mettez moins en risque. Donc après ça c'est ma vision, je sais que certains la partagent pas, voilà. D'ailleurs, un membre du conseil de surveillance ne relève pas. Quel est ton avis là-dessus? Bah, c'est encore une fois, c'est Focus. Je pense que vous l'aurez dans la vidéo sur NTF. Après, je vous dirai que c'est l'ancien PDG enfin, c'est l'ancien actionnaire majoritaire de Focus, qui est l'actionnaire majoritaire de Inelec. Bon, il s'en va, il a fini son histoire avec. Il a vendu ses titres, il a fini son histoire, il s'en va, c'est tout. Ouais, ouais, c'est. Mais alors ça, faut faire attention parce que il y a vraiment énormément de projets qui ont l'air vraiment dingues dans les cryptos. Et après, entre ce que veut faire l'équipe de développement et ce qu'elle arrive à faire, généralement, il y a quand même un monde.
Et c'est ce qui fait que le moment où vous commencez un projet, où vous êtes encore dans la hype de dire je veux faire ça, je veux faire ci et tout, le token et tout l'univers il explose. Et puis quand vous êtes 3 ans ou 2 ans après et que vous devez vraiment délivrer des choses qui marchent et tout, généralement ça s'effondre. Et le switch de la crypto, ce qui va faire le changement et ce qui va nous permettre de gagner vraiment énormément d'argent, hein, pour ceux comme moi qui sont dans la crypto, c'est quand ça va devenir mainstream. Et ça va devenir mainstream quand des gens vont réussir justement à faire des services qui vont continuer à avoir de l'intérêt 5 ans, 10 ans après leur sortie. Des choses comme vous voyez avec Travala, ce genre de choses, ça c'est des choses très très intéressantes parce que ça commence à faire un certain temps que Travala est sur le marché, que ça marche, qu'ils prouvent qu'ils arrivent à faire des choses. Après chez Travala il y a un problème, c'est qu'ils n'ont pas réussi à faire scale encore leur plateforme de vente de billets et de vacances. Donc comme ils n'ont pas réussi à avoir et à envoyer des centaines de millions de personnes en vacances et avoir un flux de commandes important ou ce genre de choses, bah, c'est encore limité, c'est une toute petite... c'est des gens des cryptos qui payent à travers ce site-là, ce genre de choses. Donc bah, ça, il faut... Bah, le but, c'est vraiment d'aller au-delà de ça. Et donc quand on va commencer à avoir des sociétés qui vont au-delà de ça, ça va vraiment être intéressant. Mais pour le moment, on est encore un peu au début, je pense. Mais on voit de plus en plus de services qui commencent à créer beaucoup d'argent sur l'univers des tokens. Après, j'ai quand même peur qu'on soit sur encore un cycle où il faille qu'on purge encore un peu et où on ait encore beaucoup de projets un peu bidons. Et peut-être ceux qui, dans ce cycle-là, vont subir la purge 2 ou 3 ans et seront toujours là 2 ou 3 ans plus tard en ayant fait des innovations, en ayant eu de plus en plus d'utilisateurs et ce genre de choses. Peut-être que dans 3-4 ans, ça sera le prochain cycle et ça sera vraiment l'adoption mainstream, ce genre de choses. Après, je sais pas, c'est toujours un peu compliqué. Dans le secteur du gaming, il y a aussi le hardware, que penses-tu de Corsair Gaming? C'est une bonne société. Après, j'ai pas étudié en détail. Le hardware, c'est un secteur qui a vraiment beaucoup marché avec le Covid et qui a un peu plus de mal quand même, hein. Et il y a des problèmes aussi sur la marge, parce qu'il faut faire venir les choses de Chine. Vous avez des problèmes de composants, les prix des composants. Vous avez vraiment énormément de soucis divers. Donc ça, c'est quand même des choses qui sont problématiques. Et c'est des valeurs qui sont quand même assez hautes pour la plupart. Donc il faut faire attention. Sachant qu'en plus, le cycle du hardware gaming, ça a toujours été un cycle avec des très fortes hausses, après des bas, après des hausses. Même si dans le temps, le cycle a tendance à être sur une pente croissance, vous avez quand même une cyclicité qui est très très violente sur le marché du hardware, hein. OPA sur AK dont je t'avais parlé avant la coupure. Ouais, ouais, ouais. Une belle OPA. 2 fois le prix. Ouais, il me semble que tu m'en avais parlé. T'avais eu le nez creux. C'est bon, bientôt c'est toi qui vas faire les lives. Tu vas être meilleur que moi. Donc voilà. Mais après pour les cryptos, je pense que ouais, je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est qu'il faudrait faire un oscillo crypto aussi pour que, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et peut-être que ça intéresserait un autre public. Donc peut-être que je ferai un oscillo crypto aussi. J'avais dit que j'y réfléchirais à la rentrée. Bon là on est encore en août. Bon, j'ai des grandes réunions là en septembre avec Agora pour voir un peu ce qu'on fait, comment on avance et tout. Donc je verrai, mais peut-être qu'on essaiera de faire des trucs aussi le vendredi ou le jeudi sur les cryptos. Bon sinon, comme d'habitude, si vous n'êtes pas nombreux, vous êtes que 22. N'hésitez pas, si ça vous plaît, hein, c'est comme manière d'étudier, on étudie les valeurs de la même façon, donc n'hésitez pas à vous abonner à New Tech Insider Europe. Le bouton, il est juste en dessous. Toujours pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer des questions à la-rédaction-tech@publication-agora.fr. J'essaye toujours d'y répondre. Ou même si vous avez des avis, des retours à nous faire, que vous avez des choses qui vous intéressent, ce genre de choses, voilà. Ça me fait toujours plaisir. Sinon aussi,
N'hésitez surtout pas à partager les vidéos. Maintenant, on est sorti un peu du giron Agora pour que ça soit un peu plus simple pour vous. Voilà. Et que vous ayez plus de contenu. Donc, on a créé une chaîne YouTube. N'hésitez pas à partager les vidéos, à interagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu sur les vidéos. Ça nous fait très plaisir et ça nous permet voilà, de vraiment profiter. C'est toutes les semaines les live gaming. C'est tous les lundis 17h30. Sauf en août quoi. En août on prend 3 semaines de vacances, généralement. Et peut-être à Noël je prendrai 2 semaines. Mais voilà, sinon on suit l'univers du gaming sur le temps long. Et le but c'est vraiment, voilà, c'est de montrer aux investisseurs, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se sont intéressés à la bourse avec le Covid et tout. Et beaucoup de gens se sont intéressés plutôt à ce qu'on appelle le trading. Et moi j'essaye vraiment avec ça de prendre les infos qu'il y a dans le secteur du gaming et de vous montrer la construction d'un secteur dans le temps très long. Et vraiment, voilà, ce qu'on crée dans le secteur, ce qui est intéressant, ce qui marche pas, les différentes manières de créer une entreprise, ce genre de choses. Parce que souvent, quand vous allez sur les sites de gaming, ils ont un peu de mal à parler d'argent. Ils parlent pas de ce genre de choses. Parce qu'ils vont parler du jeu vidéo en lui-même, de est-ce qu'il faut l'acheter, est-ce qu'il faut pas l'acheter. Mais c'est un peu tabou de parler de la réussite, de qu'est-ce qui est bon au niveau business, ce genre de choses. Donc vraiment, voilà, ici c'est une toute autre philosophie. On essaye de vous apporter cet angle financier en plus de l'angle passionné de jeux vidéo, parce que moi ça fait des années que je suis passionné de jeux vidéo, hein. Je suis investisseur sur Fnatic, sur plein de sociétés qui sont dans le jeu vidéo, donc vraiment ça fait très très longtemps que je navigue dans cet univers et que j'y passe mes nuits et que ça flingue mes nuits et que mes médecins aimeraient bien que j'arrête de passer mes nuits à jouer à des jeux, hein. Donc voilà. Donc et c'est aussi une manière de lier passion et investissement qui est intéressante et qui est plus facile à partager. Quand vous êtes passionné de quelque chose, c'est plus facile de le partager avec les gens que quand vous faites ça juste pour le business. Et voilà, je pense que c'est intéressant. Belk Orphy. Non, non, bah après, si t'es bon en trader, il faut pas t'arrêter de trader. Après, je pense tout le temps, je pense quand même que l'investissement, c'est quelque chose de très intéressant à long terme. Et c'est des choses qui te permettent d'avoir une vision vraiment, de te structurer à long terme. Après, si t'es un très bon trader et que t'arrives pas à comprendre l'investissement à long terme, ce genre de choses, parce que ça fait pas partie de ta capacité intellectuelle, et ça, c'est libre à chacun. Il y en a qui sont des bons footballeurs, il y en a d'autres qui sont des bons tennisman. Il y a des choses qu'on a en nous. Donc tu es peut-être un meilleur trader qu'un meilleur investisseur à long terme. Après, si tu n'es pas un très bon investisseur à long terme, je te dirais achète plutôt des valeurs très solides en te disant bah même quand mon trading il sera pas bon ou que j'aurai des petits problèmes ou que j'ai plus envie de trader, bah je suis tranquille, j'ai acheté des ETF ou j'ai acheté du Nintendo, du Disney, de l'Apple, de l'Amazon, ce genre de choses et j'ai des valeurs très solides et du coup je suis enfin voilà. Ah, après, ça, effectivement, Token Evits, ça c'est bien vrai. C'est-à-dire qu'il y a une grande différence. C'est que moi, je suis investisseur, c'est mon métier principal, hein, parce que ça prend tout mon temps. Mais je pense que pour quelqu'un, faire une partie du travail que je fais en ayant un travail à côté, c'est tout à fait possible. Surtout si on se concentre, par exemple, que sur les sociétés européennes, par exemple, ou que sur les sociétés françaises en quelques heures par semaine. Au début, vous allez galérer parce que vous avez peu d'informations. Au bout d'un, 2, 3, 4 ans, vous allez connaître les sociétés parce que ça fait 3-4 ans que vous les voyez circuler, que vous regardez toutes les news le soir et tout, et donc que vous comprenez un peu leur mécanisme. Et après, votre capacité à comprendre le marché, à comprendre le moment et où se situent ces sociétés va être beaucoup plus rapide. Et du coup, vous avez une capacité de faire investisseur plus votre métier à côté. Et du coup, si vous avez votre métier à côté, vous êtes tranquille dans les bas de cycle de marché parce que vous vous dites, bah, je peux vivre sur mon salaire, c'est pas grave. Et donc, ce que vous allez chercher, c'est vraiment l'amélioration de votre vie à très long terme, les intérêts composés, ce genre de choses. Et généralement, c'est plus facile de gagner beaucoup d'argent comme ça qu'en tradant. Voilà. Un avis sur CD Projekt Red. C'est une société qui est en difficulté pour le moment avec l'échec de Cyberpunk. Il faut faire attention, c'est une société qui était très très chère, qui était beaucoup tradée par les petits porteurs polonais, qui était vraiment assez cher. Moi j'en ai eu pendant longtemps, je me suis pris un bon
bons points dans le portif quand c'est descendu. Bon, après, je l'avais acheté il y a assez longtemps, donc j'ai limité la casse. Après, j'aurais dû la vendre avant la sortie de Cyberpunk. Pour moi, on exagérait sur les problèmes du jeu. Bon, j'ai eu tort. Après, voilà, c'est un exemple. Cyberpunk, c'est une société que je suis depuis longtemps. Cyberpunk, CD Projekt Red, c'est une société que je suis depuis longtemps, que j'ai acheté pour son site de jeux de vente en ligne et pour le fait qu'elle avait une capacité à créer des super jeux avec The Witcher. Je l'ai acheté 3 ans avant Cyberpunk, même 4, je pense. Donc je ne l'ai pas payé cher. Donc du coup, même s'il y a eu cet échec-là, il n'a pas réduit à zéro ma perf. Il a limité ma perf, mais au moins, et du coup ça c'est quelque chose d'intéressant, c'est quand vous êtes sur une société que vous détenez depuis longtemps, vous êtes à même d'accepter plus de risques. Alors que si vous êtes un trader et que vous dites je vais acheter la société parce que je pense que Cyberpunk c'est un jeu qui va marcher, si ça marche pas, vous prenez votre plomb de moins 30% dans la tronche, et voilà. Si vous êtes comme moi, vous étiez à plus 400%, vous prenez vos moins 30% dans la tronche, bon, c'est chiant, on aurait tous préféré vendre au plus haut. Mais moi, comme je dis, généralement, j'achète pas au bon moment et je vends pas au bon moment. Mais j'ai quand même fait de l'argent. Donc voilà. Après, je sais, tout le monde aimerait acheter au plus bas, vendre au plus haut, tout ça. Moi, j'ai essayé, hein, j'ai été avec des gens qui m'ont dit qu'ils faisaient ça, que c'était des cadors et tout. Tous ceux qui m'ont dit que c'était des cadors et qui faisaient tout le temps ça, j'ai été dans des groupes sur Twitter avec des mecs qui soi-disant font tout le temps ça. Au final, quand j'ai été dans les coulisses, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment meilleur que moi. Donc voilà. Désolé de forcer avec ça, mais j'aimerais vraiment ton avis sur Ultra. Ouais, bah je regarderai Ultra. Je vais essayer de regarder la semaine qui arrive là. Voilà. Et oui, ah tu ferais plaisir à Philippe en disant ça. Ah, Philippe serait très fier de toi. Il peut te prendre dans son académie de finance. Mais effectivement, les intérêts composés, c'est la huitième merveille du monde. C'est ce qui vous permet de devenir très très riche. Voilà. La différence, c'est que, on va finir là-dessus, mais je vous dirais que moi, je connais énormément de traders. Je connais des traders qui gagnent beaucoup, beaucoup d'argent, donc qui gagnent plus que 100 000 euros, enfin qui font plus de 100 000 euros de profit par mois. Donc c'est vous dire à quel point ils sont compétents. Déjà, c'est des machines de guerre, et je pense que pour 10 millions de personnes qui sont parties sur la ligne d'arrivée, il y en a un ou deux comme le mec que je connais, d'accord. Voilà, il est pas sur Twitter, je vous donnerai pas son nom parce que voilà. Mais il y en a un ou deux. Des investisseurs comme moi, alors on fait pas 100 000 euros par mois, hein, ça c'est d'accord. Mais qui gagnent bien leur vie et qui ont les moyens de se payer une belle maison, d'avoir ce genre de trucs comme value et tout. Je pense que sur la ligne de départ, on n'est pas 10 millions, on est peut-être 500 000. Et sur les 500 000, si vous faites vraiment bien votre taf, si vous avez vraiment une compétence, si vous êtes là dans le temps et vraiment dans le temps, c'est-à-dire que quand vous ratez quelque chose, vous n'allez pas arrêter la bourse et tout, mais que vous comprenez dans le temps et que vous essayez vraiment de comprendre les sociétés, de comprendre l'économie et tout. Voilà, sur 500 000 qui vont partir sur la ligne de départ, je pense que si vous faites les choses correctement, il y en a 150 ou 200 000 qui doivent réussir à gagner, à faire plus ou moins ce que fait le S&P 500. Et si vous faites plus ou moins ce que fait le S&P 500 sur un PEA, sur 20 ou 30 ans, voilà, vous allez passer votre retraite tranquille. Même en ayant mis un petit pécule au début. Après voilà. Après, si vous voulez pas prendre de risques, achetez des ETF sur du CAC 40, du S&P 500 et ce genre de choses, et vous vous dites vous allez dormir tranquille. Si vous faites un effort, c'est que vous allez essayer de battre l'indice, et si vous essayez de battre l'indice, bah forcément vous avez un risque de pas y arriver ou un risque de réussir enfin un risque, un potentiel de réussir à le faire. Je vous dirais que je connais quand même pas mal de monde qui battent l'indice sur beaucoup de temps et qui gagnent pas mal d'argent. Et je connais plus de monde qui gagne pas mal d'argent en étant investisseur que ce qu'il y en a en étant trader. Après, ça fait moins rêver de vous dire vous allez gagner de l'argent sur 5, 15, 20 ans que ceux qui vous disent vous allez gagner de l'argent sur 6 mois en devenant trader sur les cryptos, quoi. Mais la plupart du temps, ceux qui vous disent que en devenant trader sur les crypto-monnaies ou en achetant des bouses comme Cybergun, vous allez être riche en faisant 15% par jour, eux ils gagnent leur vie en vous vendant du bullshit, quoi. Et comme je vous le dis, c'est toujours la même chose. C'est des gens qui vous vendent des trucs à 400 balles, 500 balles, 600 balles, ce genre de choses. Et eux, ils vont gagner leur vie là-dessus et ils font des promotions agressives et tout.
Pour ceux qui sont en privé avec moi et qui discutent, je suis toujours ouvert. J'essaie pas de vous convaincre à devenir client de mes services. Si vous avez envie de l'être, tant mieux. Je fais un peu de pub, voilà, parce que c'est pour Agora et moi. Mais voilà, c'est pas ma manière de gagner mon argent. Tu as vu les résultats de Serge Ferrari? Oui, le PDG a acheté des titres. Le PDG a acheté des titres. Ne penses-tu pas que la politique chinoise puisse bloquer Tencent? Eh ben alors écoute, cette question-là, j'y répondrai pas. Parce que je suis en train d'écrire une série sur Opportunité Techno, donc qui est notre site, d'articles à Agora, d'accord? Et comment dire? Et je pense que ça répondra à ta question, d'accord? Et du coup, je pense que le mieux c'est de ne pas y répondre là, d'attendre que l'article. C'est même pas un article, c'est plutôt une série. D'attendre que la série sorte sur la Chine. Donc si tu veux, c'est une série qui date de. Enfin, sur laquelle ça prend appui, c'est une série qui date du 29 novembre 2019 et je l'avais titré La Chine, l'hypercroissance est finie. Et c'est une série, tiens, je vais vous envoyer le lien. Que j'ai commencé à cette époque-là sur la Chine. À l'époque, ça parlait du problème des bancaires en Chine. Ils ont bien réglé les problèmes bancaires. Et donc, du coup, là, ils sont dans le prolongement des règlements de ces problèmes-là. Et donc, on va parler de beaucoup de choses qui se passent. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la Chine met le holà sur le secteur du jeu vidéo et que du coup, ça fait du mal à Tencent et tout. Mais la vérité, c'est que la Chine, comme je le disais dans le papier au début, la Chine est obligée de passer une marche dans son développement. C'est-à-dire là où elle était avant l'industrie du monde, ce genre de choses, maintenant elle devient autre chose, elle devient un pays développé, elle a besoin de s'occidentaliser dans sa manière de gérer sa croissance à long terme et tout, et donc ça l'oblige à passer une certaine marche qui l'oblige à faire des nouvelles réglementations qui vont heurter certaines compagnies. Après, je pense que beaucoup de monde a peur pour rien. Parce que je pense que globalement, ce que cherche à faire le Parti communiste chinois, c'est faire monter la classe moyenne chinoise et permettre à la Chine d'être vraiment un peuple de consommateurs dans un temps très long. Donc je pense que ça quand même des choses qui vont apporter de la valeur à l'économie mondiale et aux sociétés, hein. Donc voilà. Donc moi, je pense que c'est quelque chose de très très intéressant. Donc je vais pas y répondre là. J'y répondrai un peu. On va attendre que les articles sortent. J'espère qu'ils sortiront cette semaine ou la semaine prochaine. Et puis après, on en reparle à la fin, à la fin d'un Oscillo Gaming si tu veux. Comme ça donne un peu plus de comment ça s'appelle, de perspective entre guillemets. Et je vous encourage à aller voir les articles de l'époque, hein. C'était sur les problématiques de croissance chinoise, d'inégalité, ce genre de choses. Et vous verrez que si vous regardez un peu ce qui s'est passé sur Kering, LVMH et tout, qui ont baissé de moins 25% les dernières semaines, c'est que voilà, c'est que vraiment il y a cette volonté du Parti communiste chinois de changer de dimension. Et cette volonté de changer de dimension, elle passe par un besoin de retravailler globalement l'économie et la manière dont on crée la croissance future. Donc voilà. Mais c'est un peu complexe, ça fait déjà 1h40. Le cerveau humain, il n'est pas plus que sur 20 minutes. Donc voilà. Quelle date prévue pour les suivis des résultats des sociétés Covid et les autres? Alors normalement, si vous êtes abonné, vous avez suivi le résultat vous avez eu le résultat le retour sur Eurobio Scientifique. Il nous reste ASML que j'ai oublié de faire avant de partir en vacances. Donc ça c'est ma faute, hein, pour les abonnés au service. Donc vous aurez sûrement la vidéo ASML dans les 2 semaines, hein. Je dois la tourner, j'ai pas tourné encore, mais il faut que je ressorte mes notes du conf call analyste après les résultats. Et j'ai pas eu le temps. J'ai tourné la vidéo sur Focus Home sur l'achat de Dotemu. Je l'ai tourné, d'ailleurs je l'ai tourné dans cette cuisine, hein, tout pareil. Donc voilà, parce que je suis en vacances. Et il me semble que il y avait, il me semble que c'est tout. Il me semble qu'il y avait l'acquisition de Focus Home, le ASML et c'était tout. Je vais revoir. Attendez.
parce que je l'ai mis sur mon truc. Donc qu'est-ce que j'ai dit? Alors j'ai dit, il y avait quoi? Alors tac 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 tac. Alors. Ah non, non, non. Il manque autre chose. Il manque le CA trimestriel de Mint aussi. Il manque le CA trimestriel de Mint. Et peut-être qu'effectivement, pour notre valeur qui détient un peu de Tencent, je ferai un retour sur le résultat de Tencent aussi. Pour vous expliquer un peu ce problème de peur en Chine et tout. J'hésite aussi sur la Chine à faire un petit live en début septembre, là, depuis les bureaux d'Agora, parce que j'y vais pour faire des conférences pour nos abonnés Ultra Premium le samedi 11 septembre. Donc peut-être que la semaine du 13, on fera un live depuis les Champs-Élysées, là, chez Agora, pour vous expliquer un peu sur Tencent, sur la Chine, pour les abonnés. Un truc... peut-être qu'on fera d'ailleurs, après la sortie des articles, la Chine, l'explication macroéconomique en gratuit sur Twitch, pour tous, pour le plus grand nombre, pour le plus grand... voilà, hein, j'en perds mes mots. Et qu'après on fera un truc pour les abonnés New Tech Insider qui sont payants sur quelle valeur risque quoi en Chine, pourquoi, comment va se faire le switch du gouvernement, qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire, qu'est-ce que ça va faire à long terme, à court terme, ce genre de choses. Je vais y réfléchir. Je vous tiens au courant. Voilà. Et surtout, bah, n'hésitez pas à partager la chaîne, hein. Plus vous serez nombreux, plus je serai content, hein. Donc voilà. Je sais que c'est diffère grandement de ce qu'on voit sur Twitch, mais j'essaye justement de faire du contenu un peu différent pour les jeunes et tout, pour les favoriser à venir sur le marché boursier. Parce que je pense que plus vous venez jeune, plus vous investissez jeune, même des petits montants, hein. Vous avez une mamie qui vous a donné 1000 euros, vous investissez calmement vos 1000 euros sur des belles sociétés. Ça peut vous permettre après d'acheter un appart, ce genre de choses et tout. Et donc ça c'est très très important. L'éducation financière dans ce pays, malheureusement, on la fait pas assez. Et j'essaye de faire des choses avec Agora. Et l'année prochaine, enfin cette année, à la rentrée, je pense qu'on va essayer de faire de plus en plus de choses éducatives pour vous apprendre à construire des portefeuilles, même très solides, en gratuit, des choses avec des très grosses valeurs et tout, pour essayer de favoriser l'éducation financière des Français et des jeunes. Et aussi parce que je pense que bah, tous ceux qui ont mon âge ou qui sont plus jeunes ou même un peu plus vieux, bon, la retraite, on n'aura pas grand-chose. Et donc il faut se la faire par soi-même, et que se la faire, ça passe forcément par l'investissement dans les marchés financiers. Et que pour pas se faire manger par des gens qui vous font miroiter un peu tout et n'importe quoi, il faut vous éduquer le plus optimalement possible. Et qu'après, de toute façon, bah, si je vous offre tout ça, vous me rendrez ça en question, en avis, en choses comme ça, et j'en tirerai profit moi aussi, hein. Voilà. Ah, ça, je voudrais bien qu'ils arrêtent. Je le dis souvent, qu'on devrait changer, mais c'est pas moi qui décide. Plus vous serez nombreux à être abonnés à mes services, plus je serai à même de dire, bon écoutez, je ramène de l'argent, maintenant je décide que les gens qui sont abonnés à mes services, vous leur envoyez plus 50 mails par jour. Voilà, voilà, voilà. J'essaie. Je vous souhaite de très très bonnes fins d'été, hein. Donc voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir de me retrouver. Moi, ça m'a fait très plaisir de vous retrouver. Et je vous dis à la prochaine fois. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions par mail. J'essaie toujours d'y répondre. Bye bye!